on parle de massage tous les jours, on parle de stretching tous les soirs, on parle de mobilité tous les matins. On est vraiment pour moi, on est vraiment dans un autre monde. Moi, personnellement, si demain, il me rappelle et qu'il me demande de participer à une des compètes, je le fais. Parce que oui, ça peut être la guerre avec CrossFit, mais franchement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Moi, des fois, j'ai honte, je te le dis, j'ai honte d'être en France. Je me dis, mais c'est quoi ces gymnastes qu'on a? C'est quoi ces profs de sport? C'est pas des profs de sport. Oui, c'est vrai que dans une box de CrossFit, tu es censé enseigner, tu es censé juste coacher, tu n'as pas le droit de faire avec eux, ça c'est vrai. Alors que dans le fitness, c'est l'inverse. Il y a encore des gens qui seront trop enfermés dans leur box avec leur programmation parce qu'ils pensent que c'est comme ça et qu'il faut tout le temps soulever lourd et faire des WOD et des 21-15-9. À partir du moment où tu fais du CrossFit performance, il faut accepter la blessure. Tu vois, ça, malheureusement, ça fait partie du jeu. Parce qu'il faut faire la différence entre le pratiquant qui veut faire des compètes et le pratiquant qui veut se remettre en forme. Arrêtez de vous trouver des excuses, quoi. Arrêtez. Si tu veux, tu peux, c'est tout. Moi, en ce moment, je suis dans un garage qui ressemble à rien avec des araignées. La motivation, je la trouve. Je m'enferme avec mes écouteurs, je mets la musique à fond et je réfléchis pas, on y va, quoi. On y va. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxy Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxy est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxy Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de CrossFit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxy te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxy pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Tu peux afficher et collecter les données sur une montre Garmin et tu peux également coupler le Moxy avec d'autres produits de testing physiologique tels que les systèmes VO2 Master, Pnoe et Cosmed VO2. Le Moxy est un produit que j'utilise depuis de nombreux mois avec beaucoup de succès et je le recommande vivement à tout coach, chercheur ou préparateur physique qui souhaite mieux comprendre et utiliser des données physiologiques dans le cadre de la santé, du fitness ou de la performance. Utilise le bon de réduction UPSIDE, UPSIDE pour un rabais de 5% sur moxymonitor.com/shop. Et maintenant, le podcast. Tu as eu l'occasion de regarder 2-3 événements ou tu as suivi un peu toute la compète? Alors non, je regarde jamais tous les games en entier. J'ai des années où je regarde pas du tout. Et là, cette année, forcément, j'ai regardé parce qu'on avait une super team française. Ouais. Et j'ai pu voir, oui, on va dire les events importants. Et je suis tombée aussi dessus par hasard. J'ai vu les élites, forcément, qui sont juste incroyables. Et puis, j'ai suivi la team Genas. J'étais trop contente. Ouais, rappelle-moi, ils ont fini combien de tiers? Ils ont fini 3e. Putain, c'est leur... Personne s'en... J'ai pas envie de dire qu'on pensait pas qu'ils allaient atteindre cette place, mais je pense que moi, j'avais fait des vidéos avec eux juste avant qu'ils partent aux Games sur ma page YouTube. Ouais. Et vraiment, dans leur état d'esprit, c'était nous, on fera du mieux qu'on peut. On est assez bien classé au niveau européen, mais on savait très bien qu'au niveau mondial, ça allait être incroyable. Et on voyait qu'en fait, chaque jour, c'était on va essayer d'approcher le top 30 et puis après, on va essayer de rester dans le top 20. On va essayer de rester dans le top 10 et d'être déjà dans le top 10, c'était incroyable. Ouais. Mais prendre la 3e place, j'étais extrêmement fière. Cette équipe est géniale. Les personnes qu'il y a dans l'équipe et le coach, ils sont incroyables. Ils sont là depuis des années. Ils méritent vraiment. C'était vraiment cool. Ouais, c'est fou. Enfin, en 2021, c'est pas comme… Je pense qu'il y a quelques années en arrière, les teams, c'était pas exactement comme… il n'y avait pas autant de niveaux que dans les individuels, sans bien sûr dire quoi que ce soit de mauvais au niveau des teams, mais c'était vraiment focus individuel. Mais là, ces 2-3 dernières années, il y a vraiment… Ça grandit vraiment autour des teams aussi. Et donc, de pouvoir voir une team française qui se met, comme tu as dit, sur le podium, c'est assez incroyable parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas du niveau quand même dans toutes les teams qui vont aux Games, quoi.
si tu regardes, ils sont à quelques tout petits points, je crois 2 ou 3 points de la deuxième place. Ouais. Donc, encore plus proche de la team de Froning. Alors après, il y avait vraiment quand même un écart avec Ouais. Froning. Enfin, on dit Froning, mais c'est la team. C'est la team, c'est pas que Rich Froning, même si c'est le pilier. Ouais. Mais moi, j'étais vraiment très émue pour eux qu'ils en arrivent là parce que, comme tu dis, le niveau depuis 2-3 ans chez les teams, il explose. Il faut savoir aussi que beaucoup d'anciens excellents crossfitters qui n'ont plus trop le niveau en élite, en indie, basculent en team. Et c'est génial. Et du coup, ça fait des super teams, quoi. Et là, on a une super team française. Donc, c'est La cool. super team France, c'est ça. Tu as une idée, tu côtoies assez de gens tu côtoies des teams à ce niveau international. Tu côtoies aussi certainement des individuels qui sont encore au plus haut niveau. Est-ce que tu as une idée de la différence des demandes entre pour être élite en individuel et ensuite pour être élite en team? Est-ce qu'il y a encore un gros décalage ou ça se rapproche de plus en plus? Non, moi, évidemment, ce n'est que mon avis. Je pense qu'il y a quand même encore une énorme marge entre les individuels et les équipes. Il faut quand même rester les pieds sur terre. J'ai fait les qualifs des indives en élite, donc c'était au mois de avril-mai. Et après, les teams avaient les mêmes WOD 2 ou 3 semaines après, tu vois, à peu près les mêmes WOD. Et honnêtement, déjà, par rapport aux WOD, les charges étaient plus légères. Il y avait quand même pas mal de mouvements en synchro, mais avec moins de volume, tu vois, moins de répétitions que les élites, les indives. Et même moi, tu vois, je me suis dit, j'aurais plus ma place en team qu'en indiv parce qu'il y a quand même une différence. J'étais là, je me disais, mais en fait, ma place, elle serait dans une team, tu vois, parce que l'indiv, c'est intouchable. Ça, Honnêtement, franchement, c'est intouchable. ça représente quoi de ta perspective? Et tu as fait de la compète en individuel, en team en 2021. Si tu veux être élite, si tu veux être réaliste et tu veux être élite en CrossFit au niveau emploi du temps, au niveau entraînement, au niveau… qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Je pense que premièrement, il faut beaucoup de temps. Il faut une sacrée équipe, chose qui était pas autant mise en avant auparavant. Quand je faisais encore beaucoup de compétitions, on pouvait prétendre avoir juste un coach, tu vois, et suivre une programmation, s'entraîner 2 fois par jour, aller chez le kiné de temps à autre. Là, aujourd'hui, honnêtement, si tu veux jouer dans la cour des grands, si tu veux être un vrai élite, il y a entre 2 et 3 entraînements par jour. Il faut avoir un coach spécifique au CrossFit. Il faut aussi avoir un coach, je pense, pour certaines disciplines. Par exemple, ça peut être de la natation, ça peut être de l'haltérophilie, ça peut être préparation physique quelconque. Bosser avec Il des faut, spécialistes, quoi. il faut avoir un suivi, je dirais, au niveau nutrition. Tu vois, il faut être ultra calé ou avoir vraiment quelqu'un qui te suit. Et après, je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui te suit en termes de récupération. Donc là, on parle, parce qu'évidemment, les athlètes des Games, ils ne disent pas ça, mais on parle de massage tous les jours, on parle de stretching tous les soirs, on parle de mobilité tous les matins. On est vraiment pour moi, on est vraiment dans un autre monde. Il y a l'environnement qui compte. C'est-à-dire que si demain, tu es tout seul chez toi, je veux dire, à part s'appeler Matt Fraser, bon, voilà. Mais sinon, il faut une équipe quoi, derrière toi. Tu ne peux pas être seul. Il faut être dans un environnement positif. Il faut être ultra bien entouré. Il faut énormément avoir de temps. Je pense qu'il faut avoir aussi un budget parce que ça coûte énormément d'argent. Moi, ça ne m'a jamais posé de soucis parce que j'aime ça. Mais je peux comprendre que au niveau finance, c'est très compliqué parce qu'il faut penser il y a les qualifs et après, il y a les déplacements pour Ouais, les grandes les compétitions. compétitions. Et c'est en 2021, peut-être si tu es top 5 au Games et que tu gagnes des compètes à gauche, à droite, peut-être il y a une poignée de gens qui en vivent, mais pour être réaliste, c'est un investissement le CrossFit. Même si tu es au très haut niveau à l'heure actuelle, c'est encore un investissement. Bien sûr, il y a les sponsors qui commencent à être de plus en plus présents et conséquents, mais ce n'est pas le sport en lui-même qui te nourrit, même si tu es au niveau élite. Ça va être ce que tu arrives à construire autour, en fait. Oui, c'est ça. Alors après, évidemment que je pense que le top 10 mondial, ils sont assez bien entourés et même au niveau des partenariats, des choses comme ça. Il faut savoir qu'au plus tu es bon, au plus tu attires l'œil. Donc, au plus tu as des chances d'avoir des sponsors. Après, j'en connais, tu vois, qui font les games, qui n'ont absolument pas d'aide, qui ont fait des cagnottes. Tu vois, ça a été le cas chez nos Français, chez les masters, les teenagers, tout ça. Il y a eu
pas de eux-mêmes, mais peut-être, tu vois, venant de leur box, où on a demandé à faire des cagnottes, parce qu'il faut savoir que le budget pour aller aux Games, que tu sois teenager, master, élite, team, on est sur du 10 000 euros par personne. Mhm. C'est quand même incroyable. Mais bon, on parle de CrossFit, les JO, ils ne gagnent pas grand-chose, hein. Si tu Ouais. regardes, ils sont vachement entourés parce qu'ils ont des aides via les fédés. Mais en vrai, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ouais, Pas- je pense au niveau, comme tu as raison, c'est intéressant de faire la comparaison parce que plus le sport se développe en tant que tel, plus ça va certainement tendre vers ce qui se passe aux Jeux Olympiques. Peut-être même un jour, on ne sait pas, et je serais intéressé d'avoir ta perspective là-dessus, mais est-ce que c'est quelque chose vers lequel on doit tendre? Est-ce que c'est un sport qu'on veut voir reconnu en tant que tel? Qu'est-ce qui manque peut-être à l'heure actuelle pour y arriver? Et je reviendrai à toutes ces questions et je te les poserai directement plutôt que de le faire en solo comme ça. Mais et du coup, j'ai perdu mon fil de pensée. Donc, tu sais quoi? La question était pour toi. Vas-y, lance. Non, non, mais par rapport, oui, aux sponsors, le fait que ce soit ultra excessif, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est un vrai métier. Avant, Ouais. je pense que tu pouvais te permettre de dire, tiens, j'ai fait les games et je suis passionnée de ça et je suis un peu tombée par hasard là-dedans et j'ai eu de la chance. Aujourd'hui, c'est terminé, hein. Aujourd'hui, c'est Mhm. terminé, c'est un travail à temps complet. On est vraiment dans une autre sphère. On est comme les athlètes de haut niveau qui font les JO, à l'INSEP, des choses comme ça. Moi, je le vois Ouais. comme ça et je pense qu'ils ont beaucoup de mérite. C'est un peu ingrat parce que c'est un sport qui n'est absolument pas reconnu. Euh, et clairement, si on fait ça, c'est, je pense, avant tout par passion. Mhm. Euh, Même si maintenant, il y a des gros budgets à gagner. Je ne sais pas si tu as vu combien il a gagné le numéro 1 et la numéro 1. Non, de tête, je sais plus. L'année dernière, c'était un quart de, c'est 250, non? Et là, c'était. Là, on est sur du 325 000 Ah ouais, quand dollars. même. Ouais, Le ouais. numéro 1. Après, ça tombe bien direct, mais moi, je suis allée chercher parce qu'ils ne le disent pas, tu vois ça. Ouais, Et je suis allée chercher un petit peu les informations. Donc, les élites, ils gagnent de l'argent jusqu'à la 20e place, ils sont 40. ouais. Donc, je n'ai pas envie de te dire de bêtises, mais je crois que ça allait jusqu'à du 10 000 dollars le 20e. Ok. Après, les équipes, je crois que j'avais calculé, on était sur 3 000 à 4 000 dollars par personne Mhm. par l'équipe. Mhm. Les masters, tu as une toute petite, un tout petit gain, juste les 3 premiers. Par contre, passer 45 ou 50 ans, peanuts, Ah. rien, plus Mhm. d'argent. Mhm. Les ados, pas d'argent, moi je trouve ça normal, à la Mhm. rigueur. Et les adaptives, tu sais, les adaptives, donc les personnes handicapées, soit upper, soit lower, Ouais. ils ont aussi un tout petit pécule. Donc, est-ce que. Bon, alors la seule chose que je trouve positive, c'est qu'ils n'ont pas fait de différence pour les hommes et pour les femmes. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que l'homme et la femme le plus fit de France gagnent exactement la même somme. Mhm. Par contre, c'est vrai que les masters, ils ne sont pas trop mis en avant, les adaptifs non plus. Mais bon, vu qu'on veut du show, vu que l'élite, ça reste l'élite et qu'il reste quand même incroyable, Mhm. bon, on ne rentrera pas dans le débat de l'argent. Je pense que chacun voit ça différemment, mais Ouais. l'élite gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et je sais pas, alors je sais pas si ça s'est passé au final, mais ce que j'avais entendu je sais pas si tu as entendu ce que Reebok a fait avec les chaussures, vu qu'ils sont plus sponsors. Génial. Hein? J'ai Et trouvé ça génial. c'était un peu court-circuiter nos boules et se dire, ben voilà, tu mets nos chaussures et puis Ouais. si tu gagnes, 10 000. on va. Ouais. Et alors, Ouais, mais j'ai pas regardé. Est-ce ah, que tu si, as j'ai prêté regardé, attention à moi. ça? Et ouais, il y en a qui avaient les chaussures ou pas? Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, la team Genas, à la fin, je les ai vus avec des Reebok. Alors après, on peut penser tout et son contraire. Il faut savoir que les no bull, ce sont des chaussures qui sont très plates et très Mhm. dures, tu vois. Ouais. Donc, je pense que quand tu reçois ta dotation, tu n'as pas forcément envie de faire toute la compète avec des nouvelles chaussures. C'est Ouais. compréhensible Ouais. parce que ça c'est peut-être pas adapté à ton pied, tu as tes habitudes. Donc, j'ai vu beaucoup de Nike et j'ai vu quand même des Reebok chez certains grands athlètes. Donc, c'était le petit clin d'œil, tu vois. Ouais, ouais, mais écoute, c'est bien et ça montre qu'il y a de l'envie, de l'engouement de la part des grands noms des chaussures, des habits qui commencent, Nike aussi.
qui commencent à vraiment s'investir dans le sport au-delà de juste être le sponsor principal parce que Reebok, au final, ils n'avaient pas grand-chose à y gagner, sauf encore une fois un petit peu en visibilité. Et comme tu l'as dit, si les athlètes avaient l'habitude de porter leurs chaussures pendant plusieurs années, ça a du sens Oui. qu'ils les gardent. Et s'ils peuvent en retirer quelque chose au final, c'est pas mal non plus. Oui, mais après, c'est le jeu, tu vois, c'est business is business. Hein. Maintenant, on est, C'est clair. franchement, moi, je n'ai pas honte de le dire. Je pense clairement que les CrossFit Games, c'est que du business. Voilà, je le dis, je le pense. Je n'ai pas honte de le dire. En plus, quand tu vois tout l'argent qu'ils nous demandent pour accéder à rien du tout, on n'a même pas le droit à un t-shirt, on n'a même pas le droit à un autocollant. Franchement, si tu fais le calcul entre les Open, les phases de qualif, qui sont, il y en a 2, 3 avec les Open, plus payer une finale, quand tu fais ton calcul au niveau mondial, tout ce qu'ils récoltent, enfin, franchement, et même, tu as vu, ils ont quand même réussi à faire, oui, vous pouvez faire les games à la maison, genre, faut tout payer maintenant, tu vois, que ce soit du 10$ ou du 50$. Ouais. Ils demandent de l'argent constamment, on n'a absolument rien en retour. Faut pas déconner, quoi. Business is business. Ouais, on est d'accord. Et j'ai retrouvé mon fil de pensée sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux athlètes qui font de la compète dans les sports olympiques, qui vont aux Jeux olympiques. Comme tu disais, il n'y a pas nécessairement énormément d'argent. Par contre, comme tu l'as dit, il y a les fédérations, il y a le corps, on va dire, national de sport dans chaque pays qui va subventionner ces fédérations, qui va soutenir ces athlètes pour faire en sorte qu'ils puissent s'entraîner à plein temps, ce qui, comme tu l'as dit, requiert un budget monstrueux quand tu n'as pas de fédé derrière toi pour te pousser, en fait. C'est clair. Non, c'est hallucinant. Hein. Mais après, quand tu appartiens à une fédé et que tu as un très haut niveau, si tu arrives à mettre un vrai pied dans la fédé, c'est plutôt bien pour l'avenir. Tu vois, moi, j'ai baigné dans la gymnastique. Ouais. Je connais quelqu'un qui a réussi à aller sur le haut niveau de la gym. Bon, maintenant, elle coach à l'INSEP et tout. Bon, elle est assurée, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu une police d'assurance pour plus tard, ce qui est bien hein, pour les athlètes Oui, bien sûr. qui arrivent à percer, arrivent à faire leur truc. Est-ce que tu vois quelque chose comme ça se développer dans le CrossFit, une fédération nationale, quelque chose qui va permettre justement à un certain nombre d'athlètes, même si c'est juste quelques individus, de se livrer à plein temps pour avoir quelque chose, pour pouvoir performer et avoir des résultats au plus haut niveau? C'est compliqué, on en parle depuis des années. Je pense qu'il y en a beaucoup qui espèrent qu'un jour CrossFit rentre dans une fédération et puisse accéder aux JO. Mais honnêtement, je ne connais pas Dave Castro personnellement, mais je n'ai pas l'impression que ce soit son souhait. Je pense que c'est quelqu'un qui veut rester avec ses petits sous-sous aux États-Unis, à Madison, Chicago. Et je pense qu'il a bien fait tourner la petite machine. Je pense pas que lui, en tout cas, de son côté, il a envie d'aller plus loin. Je crois qu'il y avait peut-être, comment il s'appelle à l'époque, le créateur, là, le Greg Glassman. Greg Glassman, ouais. Je crois que lui, il voulait. Mais je pense même pas que les JO, un jour, tu vois, se tournent vers le CrossFit. Moi, honnêtement, j'aimerais bien. Je pense qu'on a notre place. Je pense que le CrossFit a vraiment sa place en tant que sport qui fédère énormément de gens, qui est super beau à voir, qui rapporte énormément de monde aussi. Parce qu'en plus, on voit tellement de choses maintenant dans les JO. Mais non. Après, tu as vu, je sais pas si tu avais suivi, mais nous, en France, on a je sais pas comment on peut appeler ça, une association, une fédé d'ailleurs, qui a créé quelque chose, association fitness fonctionnelle, un truc comme ça, qui a créé un mouvement, un concept avec des compétitions vraiment avec fédération. Avec des mouvements fonctionnels où on fait de l'haltérophilie, de la gymnastique, des choses comme ça. Donc, ils ont essayé d'attirer certains athlètes français. Moi, ils m'avaient demandé l'année dernière, je crois que j'étais blessée, je n'ai pas pu participer à la compète. Et c'était l'homme et la femme la plus fit de France qui pouvaient ensuite participer aux championnats mondiaux qui étaient en Australie, je crois, à Brisbane, un truc comme ça. Donc, on a Romain Fellono qui a participé, on a eu pas mal d'athlètes français. Mais je n'ai pas l'impression que ça ait pris, en fait. C'est un peu comme le grid, comme ce qui se passe avec le grid aux US. Mais je crois que c'est l'haltérophilie qui a mis ça en place. Ça va être un truc relié à l'haltérophilie. J'ai pas envie de te dire de bêtises, il faudrait se renseigner. C'est des gens très cool, tu vois. Moi, personnellement, si demain, il me rappelle et qu'il me demande de participer à une des compètes, je le fais. Parce que oui, ça peut être la guerre avec CrossFit, mais franchement, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Si tu as envie de participer à une compète qui a l'air assez bien organisée,
tu le fais, quoi. C'est tout ce qui compte. Et je reviens sur les games de cette année. Il y avait pas mal de jeunes, surtout chez les femmes, qui ont eu des très, très, très grosses performances. Euh, qu'est-ce que, Qu'est-ce que tu vois dans le sport de CrossFit dans les années qui viennent, surtout ce côté compétition? Est-ce que tu vois de plus en plus de jeunes dans les box, des jeunes qui s'entraînent sérieusement, qui vraiment se dédient à ce sport et qui arrivent à maturation assez rapidement en fait et qui arrivent à performer au plus haut niveau? Mm. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus, que maintenant, je vais dans les box et en fait, c'est complètement normal d'avoir des jeunes de 16-17 ans s'entraîner 2 fois par jour Mm. avec les grands. Avant, c'était juste incroyable. Il devait y en avoir 2 ou 3 en France. Maintenant, il y en a quasiment dans toutes les boxes. Moi, personnellement, ça me surprend pas. Ils sont impressionnants, mais je me dis, en fait, c'est tellement dingue, en fait, le niveau, il est de plus en plus tôt. Ouais. Je sais pas, je me dis, mais enfin, ça va s'arrêter où, quoi? Et de toute manière, en France, quoi qu'il en soit, on aura toujours du retard. Donc, même nos petits jeunes de 16-17 ans qui font des perfs incroyables, tu arrives aux États-Unis et on est ridicule, quoi. Quand tu dis Alors, du retard, tu penses que c'est à cause de quoi? parce que déjà, le sport n'est pas implanté comme il le faudrait, en tout cas, à mon sens, en France. Alors, je ne peux pas dire en Europe parce qu'il y a des pays où non, c'est pas comme ça. Mhm. Mais nous, en France, c'est pas que c'est mal vu, mais si tu veux, c'est pas pour. Je pense que pour la France, c'est pas dans la culture Mhm. de faire du sport, en tout cas à haut niveau. On est un peu, nous, moi, je travaille dans un club de gym. Ils sont souvent en bataille avec les petits jeunes qui sont en sport-études, tu sais, pour leur aménager les horaires. Ouais. C'est toujours, oui, mais priorité à l'école, priorité aux résultats, des choses comme ça. J'ai vécu aux États-Unis. J'étais jeune, j'avais 22 ans. J'étais jeune fille au père et du coup, j'étais obligée d'aller à la fac, d'aller au collège. Et du coup, quand je rentrais dans le collège tous les soirs pour aller à mon petit cours, je regardais, il y avait les petits jeunes de 16-17 ans, tu sais, quand tu finis à la high school. Et Ouais. franchement, c'était complètement normal de faire du sport. Ils étaient tous avec leur préparation physique, ils avaient tous une salle de sport Ouais. où déjà à 16-17 ans, ils faisaient déjà des squats, soulevés de terre, du bench. Ils ne faisaient pas des WOD forcément, mais parce que derrière, ils avaient leur entraînement. Ça pouvait être du football américain, du baseball, les cheerleaders, tu vois. Ça Mhm. aussi, enfin, je veux dire, c'est un sport qui est reconnu aux États-Unis, alors que toi, tu dis que tu es cheerleader en France, c'est tu te tapes la honte, quoi. C'est clair. Donc déjà, il y a un souci au niveau, on va dire, éducation. C'est pas normal. Moi, je vivais aux États-Unis, j'étais à Washington, et les parents étaient extrêmement fiers des enfants qui faisaient du sport, extrêmement fiers, et au contraire, ils poussaient. Mhm. Ils poussaient parce que là-bas, quand tu arrives à avoir un niveau, tu peux accéder à des bourses. Ouais. Ouais, t'as ce soutien au niveau même du système scolaire qui fait que Ah, si tu pousses ce côté sport, ça peut faciliter. Et c'est ah, pas non plus, comme tu as dit, c'est une bourse et ça va aider bien sûr l'étudiant en question, l'athlète en question, mais les parents et surtout ce à quoi on pense peut-être pas ici en Europe, c'est le prix de l'université l'école. aux États-Unis. Et donc, si tu as une bourse, c'est genre t'as gagné le jackpot parce que Ah, ça veut dire que complètement. si tes parents ils sont pas très aisés ou qui n'ont pas des ressources pas infinies, mais larges pour aller à l'université, en gros, c'est soit tu as une bourse, soit tu as des parents qui Toi, t'es peuvent te riche. payer, soit tu C'est ça. es, riche, soit t'es endetté pour les 40 prochaines années en sortant C'est de l'uni, quoi. exactement ça. Et aussi les infrastructures. Tu vois, aux Mm. États-Unis, alors je parle des États-Unis, mais je sais que ça peut être comme ça en Norvège, en Suède, en Australie. Mais aux États-Unis, les infrastructures te donnent envie de faire du sport. C'est beau, c'est grand, c'est neuf. Les coachs, ils sont incroyables. Tu as des coachs pour tout. Ils travaillent en binôme ou à plusieurs. Enfin, c'est un autre monde. Tu viens ici, enfin, moi, des fois, j'ai honte, je te le dis, j'ai honte d'être en France. Je me dis, mais c'est quoi ces gymnastes qu'on a? C'est quoi ces profs de sport? C'est pas des profs de sport, déjà, je suis désolée, mais les études qu'ils font, enfin, c'est. Moi, je suis très triste. Je pense qu'au fond, je devais être une Américaine parce que j'ai toujours été attirée par ce pays et par leur engouement pour le sport, voilà, pour les activités physiques. Et je trouve que ça manque énormément en France. Tu vois, c'est pas normal de faire du sport. Quand tu regardes, je sais pas vous comment vous êtes dans vos écoles, mais nous, c'est 2 heures de sport par semaine.
Ouais, c'est à peu près pareil. Allô, enfin, je veux dire, quand tu te tapes 8 heures de maths, à quoi ça va te servir les maths? Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où 6 heures d'histoire, alors tu vois, il n'y aura pas forcément tout le monde qui sera d'accord avec moi, mais il y a des matières qui, je ne dis pas qu'elles sont pas indispensables, mais je pense qu'on pourrait équilibrer sur, et pas que le sport, hein, sur plein d'autres choses, hein, Mhm. sur comment s'en sortir dans la vie, comment travailler, enfin, tu Comment, vois, il y a des choses. comment faire tes impôts? Comment faire Exactement. à manger? Ben oui, Des comment choses apprendre à… simples. Enfin, tu vois, mais oui, des choses simples, des bases sur la nutrition, comment, tu vois, hier, je parlais sur, par exemple, comment créer un site. C'est con, mais Mhm. si tu n'as pas fait d'études, si tu vois, enfin, c'est des choses que moi, je suis en plein dedans. Pour monter ma société, il a fallu créer un site. Ben, ça veut dire que je suis obligée de passer par quelqu'un, de le rémunérer, parce que j'y comprends rien, alors qu'en fait, ça pourrait s'apprendre, ce genre de choses. Ouais, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Ouais, non, t'as raison. Pour continuer sur cette idée de l'éducation, tu as mentionné ta perspective sur l'éducation des coachs en France. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah bah après, il y a différents types de coachs. Tu vois, il y a les coachs vraiment à l'école, enfin, tu vois, tout ce qui va être scolaire, donc école primaire, le collège, le lycée, donc ça, c'est encore autre chose. Mhm. Et après, on a les coachs comme moi, c'est-à-dire qu'on soit dans, ça peut être le crossfit, le fitness, peu importe, mais tout ce qui va être préparation physique, Toi, tu as voilà, c'est commencé dans pareil. le fitness, c'est juste? Oui, alors après, moi, j'ai mon brevet d'état j'ai un Gym monitorat d'abord, de c'est ça, ouais. gymnastique. Mhm. Donc, j'avais 15 ou 16 ans quand je l'ai Mhm. passé. C'était très, très dur. Je l'ai vraiment, vraiment eu de justesse. C'est énormément de travail. Je crois que j'avais bossé pendant 2 ans juste pour avoir le tronc commun, enfin à la base. Ouais. Et après, le fitness, bah, c'est que 10 mois. Je ne sais pas vous comment c'est, mais nous, c'est 10 mois. Et moi, j'ai fait les deux mentions. À l'époque, ça existait encore. J'ai fait la partie animation et la partie musculation, c'est-à-dire je pouvais encadrer une seule personne ou un groupe sur le plateau muscu ou dans une salle de cours Mhm. collectif ou à l'extérieur. Et ensuite, j'ai atterri dans le CrossFit beaucoup plus tard, où là, pareil, on est encore sur une autre méthode. Donc, si tu veux, vu que j'ai touché à beaucoup de choses, je, moi, je trouve que la formation 10 mois pour être coach, déjà, c'est pas assez. Et je crois qu'ils l'ont écourté. Il y a une nouvelle formation, un nouveau diplôme qui vient de sortir, où genre en 2 mois, tu peux l'être. Enfin, c'est ridicule, quoi. Ridicule. Après, comme toute formation, c'est sur le terrain qu'on apprend, quoi. Mhm. J'ai pas forcément appris en formation. J'ai vu les bases comme tout le monde, anatomie, biomécanique, physiologie. J'ai vu un peu le soulevé de terre, un peu le squat. J'ai dû faire 2 tractions en un an. J'ai vu beaucoup j'ai vu beaucoup de cours collectifs parce que j'adorais ça. Ouais. Euh, mais c'était voilà les bases. Par contre, il est vrai que l'expérience, c'est sur le terrain, quoi. Mhm. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des gens extraordinaires qui m'ont encadré, qui m'en ont fait chier. Et j'ai eu trop de chance. Franchement, sans le vouloir, vraiment, sans le vouloir, j'ai côtoyé, genre mon formateur. En fait, moi, j'ai eu plusieurs formations, mais vraiment, le pilier en France, il s'appelle Lionel Lacola. Donc, c'est l'ancienne école, hein, vraiment. C'était Ouais. le pilier du fitness en France. C'est le mec, genre, tu le voyais en convention sur le STEP, le LIA, il soulevait des foules, hein, il allait en Asie, il allait n'importe où. C'était une machine, enfin, côté animation, pédagogie, il était Ouais. extraordinaire. C'est lui d'ailleurs qui m'a dit, enfin, il m'a fait pleurer, hein, le dernier jour, il m'a dit, toi, tu n'as rien à faire ici. Dans un an, tu es à Paris avec un micro sur une estrade devant 200 personnes. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais n'importe quoi. Et après, sur la partie muscu, j'étais en stage avec un des champions de bodybuilding qui, à l'époque, travaillait avec Citec. Je ne sais pas si tu vois la marque Citec, De nom, mais sinon pas plus que un ça. truc de bodybuilder. Ok. Et le mec, il était comme ça. C'était un nounours, tu vois. Et j'étais dans sa salle de sport et il m'apprenait des trucs incroyables sur la muscu. Et après, je ne sais pas s'il prenait des produits, j'en sais rien, je m'en fous. Hervé, si tu m'entends, je te kiffe. Le mec était génial. Et j'ai vraiment eu des mentors, tu vois, sans le vouloir. J'ai vraiment eu des gens qui m'ont apporté des trucs assez dingues pour devenir une meilleure coach. Et bien évidemment, après le CrossFit, quoi. Et donc, tu arrives dans le CrossFit avec tout ce bagage, en fait. Ce bagage d'expérience, d'avoir côtoyé tous ces gens qui ont vraiment pu t'aider.
et tu es arrivé assez tôt dans le CrossFit, en tout cas Ah, au niveau ça dépend au oui, niveau français ou au niveau oui, oui. international. Enfin, ça commençait à se développer à ce moment-là. Est-ce que toute ton expérience préalable, tu sens, t'as vraiment aidé ensuite pour ta partie CrossFit? Ça dépend sur quel point de vue, si c'est la partie sport ou la partie coach, parce que quand je suis arrivée, moi, dans le CrossFit, c'était tard d'un point de vue athlète, puisque Ouais. j'avais 29 ans. Mhm. Mais par contre, c'est vrai que je faisais partie des premières à être dans le milieu du CrossFit en France, c'est 2012-2013. Ouais, ouais, c'est Et ce que quand je je suis voulais dire arrivée, par tôt, ouais. c'était Oui, oui, oui. au niveau de Alors développement après, du ça sport. faisait déjà 10 ans aux États-Unis, hein, mais Ouais. bon. Mais Moi, pendant quelques. c'était l'époque de Camille Leblanc, tu vois. Ah ouais, ouais, Camille Leblanc-Bazinet. Comment il s'appelait? Dan. Comment il Dan s'appelait? Bailey. Dan Bailey et le copain de Camille. Comment il Euh, s'appelait? Je sais pas s'ils sont Ah, mariés maintenant. Dave. Dave Ah, comment? il est génial. C'est quoi son nom de famille déjà? Je sais plus, mais enfin, il est génial. Ce mec, il est génial. Aidez-nous dans les commentaires. Ouais, il était vraiment Attends, cool. je l'ai. Mais Tu l'as? je le suis parce qu'il est tellement drôle. Ouais, Attends, il est super marrant. Je Dave me rappelle des bonnes vidéos de CrossFit de l'époque. Euh, Frickin Limpson. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Dave Dave Lipson. Lipson. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Dave ça. Lipson. Ouais, Ouais. c'était un peu c'était la belle époque. Je me rappelle maintenant toutes les vidéos Ouais. et c'était Je vraiment crois que cool. Froning n'avait pas encore gagné. Je suis pas sûre, hein. Non, non, il arrivait parce qu'il y avait les Kalipa, il y avait les Chris C'est Peeler, ça. il y avait, ça C'est ça. c'était, C'est ça. ouais, ouais, bah, Bridges. ouais, bah, pour tous ceux qui nous écoutent maintenant et qui connaissent pas tous ces noms, allez regarder les Ah games ouais. 2007, 2008, 2009, 2010. Dingue, c'était dingue. C'était vraiment les OG de ces OG et bah, il y en a encore qui sont par là. Je sais que bah, Kalipa, il a maintenant une chaîne de boxe de CrossFit. Il s'investit pas mal dans tout ce qui est du business, dans CrossFit santé aussi. Enfin, Ouais, ouais. c'est des empires qui ont commencé assez tôt, mais peut-être dont on n'entend pas trop parler encore ces jours-ci, quoi. Ouais, mais il y en a encore quelques-uns, tu vois, comme Annie Torres-Dodir, qui était 10 ans après, qui Elle, est toujours là au Games et qui fait un podium, elle est alors qu'elle toujours vient là. d'accoucher. Ça, c'était vraiment fou. Et même Ah son ouais, snatch à 200, elle y croyait non, pas. mais c'est vrai. Et c'était Tu vraiment sais que assez le incroyable. lendemain, toute la journée, je re-regardais. Je me disais, je ne suis pas extrêmement fan de cette fille, mais Ouais, j'aime son état d'esprit. Elle est ouais, son toujours sourire. très positive, toujours. Tu Ouais. vois, elle est là. Je peux pas te dire elle a l'air normale parce que voilà, mais elle est toujours enthousiaste d'aller s'entraîner. Elle est toujours là, tu vois, elle est toujours présente. Mhm. Et franchement, j'étais là, je me disais, voilà, meuf, elle respecte personne quand même. 10 ans après, elle est encore au Games. Elle vient d'accoucher et elle fait un PR au Games. Et au snatch, c'est pas un PR au clean ou tu vois, elle fait un PR au snatch. Ah, Ouais. c'était dingue. Moi, je trouvais ça dingue. Ce moment était incroyable. Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir quelqu'un comme ça qui, comme tu l'as dit, hein, il vient d'accoucher. Donc, c'est pas comme si tout allait, enfin, tout était facile ces 2, 3 dernières années. Oui, 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 Enfin, c'est assez incroyable ce qu'elle a fait cette année. Donc, c'est clair, chapeau bas à elle. Si on revient sur, on parlait d'éducation, on parlait de tout ce que tu as fait dans le passé avant d'arriver au CrossFit encore. Donc, si on parle un peu moins du côté athlète pour l'instant, mais plus côté coach, toi, tu sens que ça t'a beaucoup servi tout ce que tu as fait auparavant. Alors oui, sauf quand vraiment je suis arrivée dans le CrossFit où vraiment là où j'ai bossé, c'était à Reebok CrossFit Louvre, on me disait bon là on est vraiment ça va pas quoi. Il y avait rien calé. On disait que j'étais vraiment une animatrice quoi. Et c'est vrai, c'est juste que moi j'étais persuadée d'être coach. Je disais bah quand même ça fait 6-7 ans que je suis déjà coach, que je Mhm. coach les gens dans les cours collectifs. J'ai plus de 200 personnes des fois dans mes cours. J'avais l'impression de coacher correctement. Mais j'ai appris avec le CrossFit à faire la différence entre le coaching cours collectif, qui est vraiment de l'animation, et le coaching pur, c'est-à-dire le one-to-one ou les small groups, où là vraiment on est sur un vrai travail de pédagogie, d'échange, où on va faire du coaching verbal, visuel, tactile. J'ai vraiment vu la différence. Alors au début, ça a été galère parce que les gens ne me tolérais pas trop parce que c'est vrai que j'avais une voix qui était très forte et j'avais une voix de crécelle. J'adorais mettre la musique très fort, surtout je Ouais. mettais mes musiques de fitness. Et puis j'aimais bien travailler en musique, ça m'apportait une touche en plus, mais c'était Mhm. pas accepté en fait. Moi, on me disait, tu prends ton PVC, tu montes sur la boxe,
tu enseignes le Burgener warm-up, ça doit prendre 20 minutes d'échauffement, tout le monde en bas au même moment, tu dois regarder que tout le monde soit exactement au même endroit au même moment, etc., etc. Donc, du coup, j'ai fait la transition où vraiment j'ai arrêté après le côté fitness. Ça m'a vraiment touchée un petit peu parce que je savais que je quittais un monde qui m'allait bien, mais je sentais que le CrossFit pouvait m'apporter quelque chose en plus. Donc, du coup, j'ai passé mon level 1, j'ai énormément travaillé sur le coaching. Des heures, hein, des heures et des heures. J'avais beaucoup de feedback. J'avais Louvre, on me faisait souvent des feedbacks pour me dire comment améliorer mon coaching. Ça aide. Ouais, ça aide. Après, j'ai eu la chance de voyager, d'aller dans des box en Australie, en Thaïlande, aux États-Unis, en Europe. J'ai fait à Londres. Et du coup, je me suis amusée, franchement, sans le vouloir, parce que j'étais en vacances et j'étais passionnée par le CrossFit et j'étais passionnée par le coaching des gens que je rencontrais. Et du coup, je regardais ce qui se passait et je me disais, waouh, c'est dingue ce qu'un coach peut amener, peut apporter à une personne vraiment lambda. Ce qu'on peut leur faire, c'était incroyable, les différents types de coaching. Et du coup, je pense que maintenant, j'ai relié les deux. J'ai relié ma partie fun du fitness et le coaching du CrossFit. Et je pense que c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que, tu vois, quand je fais mes séminaires, j'ai l'impression que les gens adhèrent parce que justement, j'ai un peu des deux, tu vois. Je suis capable d'être très fun, qu'on puisse s'amuser en faisant du sport. Et par contre, je peux être très sévère, très à cheval sur la technique, où il y a des moments pour tout, tu vois. Il y a des moments pour travailler, il y a des moments pour rigoler, il y a des moments pour progresser, il y a des moments pour… Enfin, voilà. Et du coup, maintenant, j'arrive, que ce soit dans mes programmations, soit dans mes séminaires, soit dans mes cours, j'arrive à mixer tout ça en fait. J'arrive à travailler en musique, mais d'une manière très carrée. Enfin, moi, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'arriver à emmener le bon du fitness dans le bon du CrossFit. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, dans le CrossFit, même si je les ai toujours mis très très haut, il y a des choses que non, je ne tolère pas. Il y a des choses que je ne suis pas pour. Il y a des choses que je ne suis pas très fan. Et du coup, bah, moi, ma sauce, c'est finalement tout mon vécu, en fait. Ça, à mon avis, on n'en parle pas assez souvent. Quand on parle des coachs en général, c'est comme tu as dit, tu as trouvé ta manière de faire à toi. Tu as pris, tu as pu en gros faire la synthèse de toutes tes expériences et de toutes tes préférences et des choses que tu as vues qui fonctionnaient et qui marchaient bien. Et tu as pu faire ta propre… c'est pas une méthode, tu as ta propre approche. Tu as ton approche à toi et elle va résonner avec certaines personnes. Combien de temps ça t'a pris pour vraiment en arriver là? Toi, en tant que coach, depuis tes tout débuts en tant que coach, jusqu'au jour où tu t'es dit, ah ouais, voilà, maintenant, en fait, je ne suis pas juste, bien sûr, je dis juste avec des guillemets, je ne suis pas juste une coach de fitness, je ne suis pas juste une instructrice, je ne suis pas juste une coach de CrossFit, mais je suis vraiment, voilà, Jessica, c'est moi et je fais les choses à ma manière. Eh ben, ça m'a mis du temps parce que, comme je t'ai dit, en fait, j'ai tellement été passionnée par le fitness où je disais, je suis coach de fitness, tu vois, à fond, à fond, à fond. Et il y avait vraiment, tu vois, j'avais vraiment les œillères où je ne voyais que ça. Et après, j'ai fait la même chose dans le CrossFit où vraiment, je dénigrais le fitness en disant, c'est pas du coaching, c'est n'importe quoi, les gens bougent mal, c'est hyper dangereux. Et j'ai été vraiment catégorique, tu vois. Et je regrette un peu, tu vois, parce que j'ai vraiment dénigré le fitness où vraiment, c'était là, je disais, non, mais un coach, il doit se tenir comme ça, il doit être habillé comme ça, il doit avoir une étiquette, il faut qu'il parle comme ça, il doit être professionnel. Et, et maintenant que j'ai un peu levé le pied, je pense qu'à partir du moment où j'ai eu ma salle à Aubagne en 2017, déjà, j'ai eu comme un soulagement parce que je me suis dit, je suis revenue dans le sud, j'ai ma salle, je peux mettre ma patte en fait, je peux faire ma méthode, comment moi je vois les choses. Et j'étais déjà beaucoup plus chill. Donc déjà en 2017, je me suis lancée dans une aventure où je me suis dit, bah, moi, je vois les choses comme ça. Je vais prendre le bon de ce que j'ai reçu dans le CrossFit, le bon que j'ai reçu dans le fitness. Je vais le faire à ma manière. D'ailleurs, dans ma salle de CrossFit que j'avais à Aubagne, à côté de Marseille, j'intégrais des blocs de fitness.
mais purs. Hein. C'est-à-dire que Ouais. je leur disais, OK, il reste 8 minutes. Pendant 8 minutes, on fait du body attack, quoi. Les gens étaient là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Et les gens ils me prenaient pour une folle. Et je faisais avec eux et je me disais, oui, c'est vrai que dans une box de CrossFit, tu es censé enseigner, tu es censé juste coacher, tu n'as pas le droit de faire avec eux, ça c'est vrai. Alors que dans le fitness, c'est l'inverse. Et pourtant, je faisais des fois des choses avec eux. Je disais, mais moi, je sais qu'ils sont en sécurité parce qu'ils ont les bonnes bases. Je leur ai inculqué les fondations. Je peux me permettre de faire 10 minutes d'un truc fun avec eux en synchro, tu vois. Et moi, je trouvais ça cool. Et maintenant, bah, c'est plus comme ça que je le vois. Donc, encore plus depuis 1 ou 2 ans, tu vois. Vraiment, j'ai l'impression que voilà, j'ai réussi enfin à dire oui, effectivement, on ne sait pas trop ce que je suis, mais je suis Jessica, la coach, quoi. Ouais, et au final, c'est certainement mieux comme ça. Donc, tu as fait un peu le tour du pâté de maison et tu en es revenu à réussir à tout ramener ensemble. Donc, si je te demande aujourd'hui, t'en penses quoi du fitness en 2021? Body pump, body attack. Ouais, C'est pour qui? Combien de fois par semaine? Quelle est ta vision de tout ça maintenant, aujourd'hui? alors plusieurs choses. Bon, déjà, ça me manque parfois. Alors que vraiment, c'était comme ça. Quand je suis partie, je l'avais dit, j'avais dit plus jamais je rentrerai dans une salle de fitness. Des fois, ça me manque. Quand j'étais à Marseille, de temps en temps, j'y retournais pour faire des cours. Après, je t'avoue que moi, j'ai encore beaucoup, beaucoup d'amis qui sont dans le milieu du fitness et avec l'histoire du Covid et du confinement, ça me fait énormément de peine parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de tuer ce métier. Ouais. Parce qu'il faut savoir que dans les grandes salles de fitness, ben, on ne peut plus y accéder au-delà de 50 personnes. Donc, le côté vraiment animation, tu vois, sur les grands espaces, le truc un peu vibrant du sport, Ouais. j'ai l'impression qu'ils sont en train de le tuer. Je pense les Smiths notamment. Je pense au freestyle, le step, le LIA, le high-low. C'est vraiment des secteurs que j'ai connus qui m'ont apporté vraiment des frissons Mhm. dans le milieu du sport. Au-delà de la performance, ça m'a apporté des moments très forts, vraiment d'émotions où même j'ai pleuré des fois. Donc moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de le tuer. Ça me fait énormément de peine pour mes amis qui sont encore là-dedans et qui y croient encore. Et après, pour quelqu'un qui veut faire du fitness, avant, je t'aurais dit non, non, c'est pas du sport. C'est pas vraiment du sport, hein, le fitness. Mais je pense à des gens comme ma mère ou des amis à moi qui n'arrivent pas à se mettre dans le mal, qui n'aiment pas se faire mal, tu vois. Mhm. Le Mhm. crossfit, c'est se faire mal un petit peu quand même. Il faut Et ma vouloir, ouais. mère, elle a beau me suivre depuis 7 ans sur les compètes de crossfit, elle adore me regarder, elle adore me suivre, m'encourager. J'ai vraiment essayé de la mettre là-dedans. Elle n'a pas adhéré. Elle adhère plus au fitness, tu vois. Elle s'amuse quand c'est fun, il y a de l'animation. Et même moi, si ça me fait un peu mal aux yeux des fois de la voir bouger, je lui dis, maman, essaye de garder les genoux vers l'extérieur quand tu squattes, essaye d'avoir le dos droit ou descends un peu plus bas pour avoir des vrais résultats, tu vois. Ouais. Et bah, elle se fait plaisir comme ça et je peux pas, tu vois. Mais Je pense que c'est bon à prendre. J'aime bien que ma mère vienne faire mes cours. Elle vient les faire une fois par semaine. c'est cool Elle ça. fait des vrais squats, elle fait des vraies pompes, elle fait de la vraie barre d'haltéro avec une barre de 10 kilos. Ouais. Moi, je suis extrêmement fière qu'elle en soit arrivée là, mais je sais que je la foutrai jamais dans une box de CrossFit. Elle, ce qui lui plaît, c'est quand elle rentre le soir à la maison, qu'elle me dit « Oh là là, j'ai fait mon cours de Zumba, j'ai transpiré, j'ai dansé comme ça, je suis allée à droite, j'ai réussi ça, machin. » Bah, elle est contente, tu vois. Donc, il faut Euh, faire ce qu'on aime, Au tu vois. final, Donc, c'est tout ce qui compte, c'est de trouver un truc qui nous convient. Et comme tu as dit, c'est se mettre dans le mal, c'est pas pour tout le monde, mais le non, principal, et on le sait, et ça fait partie vraiment de l'esprit CrossFit, c'est il faut être actif physiquement, il faut c'est utiliser ça. son corps, il faut bouger, parce qu'on sait ô combien c'est important, et surtout, surtout de nos jours, d'être dans le meilleur état de forme possible, parce que Ouais. voilà, ça va avoir un impact sur ta qualité de vie, sur ta longévité. Et est-ce que tu penses qu'autour de ça, il y a peut-être
et c'était peut-être plus prononcé au début. Je ne sais pas si tu penses que c'est encore le cas. Est-ce qu'il y a encore un peu d'élitisme au niveau du CrossFit par rapport à d'autres disciplines, notamment comme le fitness, qui, tu l'as dit, n'est pas un sport en tant que tel, mais c'est une activité physique, c'est quelque chose qui te permet de te dépenser. Est-ce que tu vois encore ces choses-là, ou est-ce qu'on en revient à un nivellement, on va dire, où le CrossFit prend sa place parmi les autres possibilités qui sont Ouais, à la portée de chacun? je le vois un peu moins. Quand je suis arrivée dans le CrossFit, il y avait beaucoup de critiques sur le fitness. Hmm. Tu sais, c'était pas normal de faire du fitness, c'était ridicule, c'était pas du sport, on ressemblait à rien, on n'avait pas de résultats, on faisait les kékés, enfin tu vois, voilà. Et dans le fitness, c'était un peu pareil, on me disait, bah, le CrossFit, c'est n'importe quoi, vous êtes des Golgoth, vous soulevez que des charges, vous criez, vous êtes torse nu, vous transpirez tout le temps, c'est hyper dangereux. Maintenant, moi en tout cas, peut-être que c'est comme ça dans mon environnement avec les gens avec qui je traîne. Hmm. Je trouve qu'il y a une meilleure approche des deux familles. Je trouve que les gens s'entendent un peu mieux, même avec la muscu, les choses comme ça. Ouais. Je pense, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que les gens ils se sont rendus compte dans le CrossFit que c'était très dur et qu'il y avait aussi beaucoup de blessures. Et que petit à petit, les gens, tu vois, step back et faisaient un peu plus de muscu parce qu'ils ont commencé à voir Marcus Filly faire du bodybuilding. Donc, ils se sont dit, Fonctionnel, attention, fonctionnel. ah oui, pardon, fonctionnal. C'est ça, functional building. Ouais, functional bodybuilding, c'est ça. Donc, ils se sont dit, ah bah tiens, c'est un athlète des Games et il fait que du body. Ok, ça marche. Et puis, ils ont commencé peut-être à avoir des gens, que ce soit moi ou d'autres personnes, tu vois, de temps en temps, se dire, ah bah tiens, je vais faire un peu de fitness, c'est chill, c'est cool. Il faut savoir aussi que la créatrice du Body Attack, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Lisa Osborne. Non. Donc, le Body Attack, c'est vraiment genre ultra connu dans les Smiths. Tu as le Body Pump avec la barre et le Body Attack, tu sais, c'est l'aérobie. Ouais. Il faut quand même savoir que la créatrice du Body Attack, qui a créé ça il y a plus de 30 ans, elle a 50 ans maintenant, elle a quand même fait 2 fois les CrossFit Games. Juste comme ça. Tu te rappelles en quelle année c'était? Eh ben, elle les a fait en 45-49 et après, je crois, 2 ans d'affilée. Donc, moi, cette fille, je l'ai vue quand j'étais encore dans le fitness, j'étais ultra fan d'elle. Ouais. Et donc, tu vois, quand tout le monde critiquait le fitness et que tout le monde critiquait justement le body attack, parce que pendant 1 heure, on faisait que des kicks, tu vois, on jetait des coups de poing et des coups de pied. Je disais, bon, juste comme ça, la meuf qui a créé le body attack, elle est aux Games, les gars. Elle est aux Games et je veux dire, même si elle est dans la catégorie 45-49, elle fait des snatchs de 50-55 kilos. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de dire ça. Elle fait des muscle-up sur les anneaux et par contre, le soir, elle est sur son estrade avec 200 personnes et elle fait ses cours de body attack tous les jours depuis 30 ans. Donc, elle est en Nouvelle-Zélande maintenant et elle a son studio vraiment où elle fait les filmings, tu vois, où elle crée ses cours. Cette meuf est juste géniale. Elle a 3 gosses. 3 gosses, quoi. Ouais, c'est vraiment… Si tu vas voir son profil, tu verras Lisa Osborne qui fait autant de fitness que de CrossFit. Ouais, c'est comme tu dis, il y a vraiment des gens qui sont très, très impressionnants. Et en parlant de ça, tu as parlé de Lisa Osborne. Est-ce qu'il y a d'autres coachs qui te viennent à l'esprit, des gens qui ont vraiment influencé ta façon de voir les choses, de faire les choses dans ta carrière? Question piège. Ouais, c'est un peu piège. Je t'avoue que j'ai pas eu j'ai eu des mentors, mais j'ai pas eu des gens qui m'ont genre ultra impressionné ou inspiré. Je réfléchis. En fait, je connais tellement de gens dans différents milieux que je respecte énormément en fait pour leur travail dans leur discipline. Mais si on parle de tes mentors, par exemple, des gens qui ont peut-être aidé à façonner la façon dont tu voyais les choses, qu'est-ce qui a eu le plus d'impact sur toi? La toute première personne qui vraiment m'a sorti un peu, enfin qui m'a mis là-dedans en fait, c'était quand je travaillais au Club Med. J'étais animatrice géo, du coup je travaillais à la boutique, donc
rien de fou. Et en fait, je faisais les spectacles tous les soirs. J'étais sur l'estrade et je faisais le show. Puis moi, j'adorais être devant. J'étais à fond, quoi, alors que personne ne voulait faire les spectacles. Et mon chef de village, qui était juste un tyran, mais ultra respecté dans le milieu du Club Med, je faisais à chaque fois les saisons avec lui. Et en fait, dès la première saison, il m'a attrapé. Il m'a dit, non, mais toi, il faut absolument que tu fasses du fitness. Et moi, j'étais là, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Moi, déjà, je lui avais dit, écoute-moi bien, je sors de la gymnastique, un vrai sport, c'est pas pour m'enfermer dans une salle de fitness. Hein. Et du coup, il m'avait dit, est-ce que si le Club Med te paye ta formation, juste tu testes, tu vas à Vitel, ça dure 1 mois, on teste, et si tu reviens et que ça ne t'intéresse pas, tu restes animatrice à la boutique et tu fais les spectacles. Et puis, je me serais trompée. Il me dit, mais généralement, j'ai le flair. J'ai eu une révélation. Je suis arrivée à Vitel, j'ai rien compris. Les cours, ils commencent à 7h du matin. J'étais comme ça. Oh, c'est trop génial. J'ai commencé body pump, body combat, body balance, aquagym, abdos fessiers, cours de cycling. Tous les jours, j'avais une nouvelle discipline. Et si tu veux, ça m'a redonné le goût au sport que j'avais quitté parce que j'avais arrêté la gym. J'étais partie vivre à l'étranger. Et après, j'ai arrivé dans le Club Med. Donc, j'ai eu vraiment une vraie pause de 3 ans sans sport. Hein. Sans sport. Et j'ai atterri là-dedans. Donc, déjà, lui, bon, je me suis dit, bah, c'est fou qu'il m'ait dit ça. Mon deuxième mentor, c'est Lionel Lacola, qui, lui, à la fin de ma formation, m'a dit, toi, vraiment, il faut que tu sois à Paris sur une estrade. Il faut que tu sois… il m'a dit, je te vois avec un micro en train de coacher les gens. Tu as vraiment une bonne connexion. Et moi, j'étais à Avignon et je lui disais, mais n'importe quoi, Lionel, je ne vais pas aller à Paris. J'ai hors de question que j'aille vivre à Paris, quoi. Et après, quand je suis arrivée à Paris, je pense que ma rencontre avec le Louvre, Daniel Chaffé, Sébastien Hureau, tu vois, les fondateurs de CrossFit, Reebok CrossFit Louvre et CrossFit France, eux aussi, tu vois, ils m'ont dit, on peut faire quelque chose de toi, mais il faut que tu bosses, quoi. Comment tu as mis le pied dedans au tout début? Comment tu as trouvé le CrossFit, le premier truc qui t'a mis la puce à l'oreille ou… Alors, quand je suis arrivée à Paris, c'était vraiment une période un peu merdique. J'étais pas très bien. J'ai eu une dépression pendant quelques mois. Et puis, un jour, un matin, je me suis levée. Je me suis dit, bon, il faudrait quand même que tu te mettes à travailler. Si tu veux rester vivre à Paris, il faut payer un loyer. Et du coup, j'ai envoyé, honnêtement, sans mentir, j'ai dû envoyer 50 CV. Personne ne m'avait rappelé. Il y a eu une seule salle qui m'a donné une chance et qui m'a dit, bon, viens faire une séance d'essai. C'était un dimanche dans le 16e. J'ai fait ma séance d'essai, ça s'est bien passé. Et elle m'a dit, viens à la réunion mardi, comme ça on te présente le responsable. Et quand je suis arrivée mardi à la salle, le responsable, c'était Daniel Chaffé, qui annonçait son départ, en fait, qui disait, ben voilà, je suis le responsable de cette salle de fitness, mais je m'arrête pour lancer ma société, pour lancer mon nouveau concept, c'est du CrossFit. Personne n'avait entendu parler du CrossFit à ce moment-là. Donc moi, j'écoutais que d'une oreille, tu vois, je me disais, bon, je ne le connais pas, lui, tu vois. Ouais. Et en fait, en sortant de la réunion, on a discuté et il m'a dit, il paraît que tu as fait de la gym. Je dis oui. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir demain? Mais ça m'a vraiment marqué cette histoire. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir demain pour faire quelques démos, juste des équilibres, monter sur des box et faire des abdos. Ouais. T'inquiète, tout est pris en charge. Et moi, je me suis dit, mais c'est hyper dangereux, je ne sais même pas où je vais, je ne sais pas qui c'est. Donc, j'avais prévenu une copine, je lui ai dit, écoute, je te dis où il est, parce que je ne sais absolument pas qui c'est, ce type. Le lendemain, je suis arrivée, c'était au Battling Club, je me rappelle, à Paris. Et je rentre, il y avait des journalistes, photographes, maquilleurs, coiffeurs. Et du coup, on me dit, oui, Jessica, bienvenue, c'est la team Reebok. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Et du coup, ils m'ont coiffée, habillée. Je me suis retrouvée avec Laurie Tillman, avec des personnalités de la télévision, ouais. Parce qu'il fallait mettre le CrossFit en avant via les réseaux, via la télé, etc. Et ils avaient pris des personnalités connues. Et moi, j'étais là juste pour faire un pauvre équilibre sur un mur, quoi. Ouais. Du coup, j'avais fait des mouvements et c'est vraiment mes tout premiers mouvements, tu vois. Et je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et après, Daniel, il m'a dit, bah, ça serait bien que tu nous suives quoi, pour faire des démos. Ouais. Et j'avais dit, oui, si vous voulez. Mais vraiment nonchalante, quoi. Et après, après, ça s'est fait petit à petit. Mais moi, j'avais dit, je vous préviens, hein, je ne fais pas d'haltérophilie, moi.
D'ailleurs, pendant 2 ans, j'en ai pas fait. Hein. C'est vrai, Ah non, t'es non, non. resté dessus et comment t'es passé comment t'as réussi à éviter ça? Ben, en fait, parce que les animations qu'ils proposaient, c'était pas rémunéré, il faut être honnête, tu vois, c'était des animations avec Reebok. Après, on était dotés, tu vois, on avait les dotations, c'est-à-dire Hmm. que j'allais au siège social, je refaisais ma garde-robe. À l'époque, Ouais, j'étais super contente, tu vois. On me défrayait je partais en déplacement, des choses comme ça, mais il n'avait pas de salle encore. Les ok, premiers ouais. cours ont été au Jardin des Tuileries, donc il n'y avait pas encore de box de CrossFit. Et lui, il y croyait dur comme fer, tu vois. Il disait, bon, on fait des cours au Jardin des Tuileries, mais c'était air squat, sit-up, burpees. Voilà. Tous les jours, c'était ça, d'une manière différente. Et du coup, après, il m'a dit, ça serait bien que tu viennes avec nous, mais bon, il n'y avait pas trop d'argent. Et moi, je dis, mais moi, Daniel, il faut que je travaille, enfin, il faut que je gagne de l'argent. Hmm. Donc, si tu veux, j'ai un peu laissé traîner. Et quand il a eu sa toute première salle à la Place des Victoires, je suis revenue, j'ai dit bon, on va tester, quoi. On va vraiment tester. Et après, il m'a dit par contre, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses un peu d'haltéro. Donc, ça, entre tout ça, il s'est passé plus d'1 an. Hein. Ouais. Et quand j'ai commencé à faire les WOD, parce qu'au début, quand tu arrives au Louvre, tu n'es pas coach, hein. Tu es assistant coach. Tu passes par une phase où d'abord tu pratiques, ensuite tu assistes, c'est-à-dire que tu peux corriger avec un coach, et après on te donne des petits blocs, genre ok, la semaine prochaine tu pourras faire l'échauffement, la semaine d'après tu feras l'échauffement plus le retour au calme, après tu feras la technique, etc. Et puis après j'ai commencé un petit peu à faire des blocs jusqu'à ce que je fasse l'haltérophilie, donc avec un PVC, sauf que j'étais ridicule. Mais ridicule. Si tu veux, j'enseignais quelque chose que je ne maîtrisais pas. Hmm. C'est remonté aux oreilles de Daniel et du Louvre, et jusqu'au jour où on m'a fait comprendre. Alors, c'est pas contre eux, hein, c'est juste qu'ils m'ont fait comprendre. Ils m'ont dit, si tu veux rester dans la team, il faudra quand même que tu pratiques un petit peu. Hmm. Il faut que tu sois crédible. Et du coup, j'en ai fait du coup avec les coachs de là-bas. Et après, j'ai fait 2 ans d'haltéro en club pour vraiment comprendre le geste. Parce que quand tu attaques l'haltérophilie à 30 ans, ben voilà, le résultat, il est là. Je ne fais pas des grosses barres. Tu, combien de temps, depuis le moment où tu as mis ce premier pied dans le CrossFit à Paris, euh, combien de temps il s'est écoulé jusqu'à ce que tu te qualifies comme une crossfiteuse? Je suis une crossfiteuse. Ça t'a pris combien de temps pour dire ça? 2012, je découvre le CrossFit, mais vraiment vite fait, puis je reste dans le fitness. 2014, début 2014, vraiment, je m'entraîne. Hmm. Je suis assistante et il m'a fallu 1 an, je pense, pour dire ouais, je suis une crossfiteuse. Le temps d'arrêter le fitness et le temps aussi de maîtriser tout le CrossFit. Alors que maintenant, c'est genre les gens, ils arrivent dans les box, ils te disent moi, je suis un athlète. Ok. Ils savent pas faire de muscle-up, ils savent pas snatcher. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Moi, c'était interdit, ça. Mais interdit. Moi, mon coach, il me disait alors attends, tu veux une programmation, tu veux faire de la compète, tu vas d'abord faire les WOD et tu vas les faire jusqu'à ce que tu sois en RX, en fait. Ouais. Ça a été ça pendant 1 an. Alors après, j'ai eu de la chance, ça m'a mis que 1 an, en fait. Ouais, parce que tu avais déjà une base Oui. énorme de conditions physiques. Ta Oui, oui, gymnastique a oui. certainement beaucoup aidé aussi, j'imagine. Mais est-ce que quand tu as commencé à t'entraîner, tu as dit ça a pris 1 an pour te dire, voilà, je suis une crossfiteuse, mais l'entraînement au début, est-ce que c'était, entre guillemets, juste pour pouvoir coacher ou quand est-ce que tu as commencé à vraiment aimer ça, en fait? La vérité, je m'entraînais pour pouvoir coacher. Ouais. Ça c'est la vérité. Vraiment. Par contre, vu que je reste une compétitrice, quand j'ai commencé à faire les WOD avec les gens et que je me suis rendu compte que déjà, je commençais à battre les gens, tu vois, parce que tu sais, on marque les scores au board, tu vois, sur le tableau. Et puis au début, j'étais une quiche et je me disais, c'est pas normal ça. Donc après, j'ai commencé à progresser. Et puis après, ce qui m'a plu forcément, c'est l'adrénaline, quoi. C'est Mhm. la satisfaction à la fin de l'entraînement de me dire, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Parce que dans le fitness, je ressentais quelque chose de très fort, mais que je donnais. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es coach de fitness, tu donnes beaucoup en fait. Ouais. Tu donnes de l'énergie, tu donnes
des messages, tu coaches à distance. Mais là, c'était pour moi, en fait. C'est vraiment ça où je me suis dit, ah ben, en fait, là, je me fais plaisir vraiment pour moi, en fait. Tu te rappelles de ta première compète en CrossFit? La toute première compétition, c'était, comment elle s'appelle? C'était pour les policiers, là, à Paris, elle est connue. C'était une petite Ça me dit compétition. rien, malheureusement. Alors, c'était une petite compète, c'est là que j'ai vraiment pris du plaisir, mais c'était vraiment un tout petit truc, c'était en équipe. Ouais. Par contre, ma vraie compétition, ma première, c'est les French. Mhm. En quelle année? 2015. 2014, j'étais, je m'en rappelle, j'étais, comment on appelle ça, bénévole. Ouais. J'étais juge et bénévole et c'était l'année où Sarah Sigmundsdottir gagnait. Et moi, je faisais partie du staff. Et je me rappelle, il y avait la team Invictus en France à l'époque. Et moi, je me rappelle, il m'avait donné, je ne sais plus comment il s'appelle, à juger. J'avais trop peur parce que je savais qu'il avait plein de no-reps sur les dips. J'ai dit, putain, pourquoi on me le donne à moi? Et du coup, je faisais des no-reps et il était, mais c'est pas des no-reps. Et du coup, ça, je me rappelle, ça m'avait marqué. Et cette année-là, tu vois, tout le monde disait, ah, tu devrais faire la compète. J'ai dit, vous êtes malade, j'ai pas du tout le niveau. Ouais. Et en 2015, c'est ma vraie première compète en individuel. J'étais une baby crossfiteuse et j'ai fini 14e de la compète. J'étais trop contente. Ouais, et donc, parle-nous un petit peu de ton expérience en compète à partir de ce moment-là. Comment est-ce que quelle était ta compète suivante? Est-ce que c'est après ces premiers French où tu as vraiment mis le pied dedans ou même les deux pieds dans le plat, on va dire, est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu étais à 100% dedans et c'était la seule chose à laquelle tu pensais ou est-ce qu'il y avait d'autres choses encore sur ton radar? Non, je pense qu'en plus, ça devait être vraiment mes meilleurs moments, ce type d'événement, parce qu'il n'y avait pas autant d'engouement sur le CrossFit, il n'y avait pas autant d'engouement sur les réseaux, sur le sport, la compétition. C'était vraiment tout nouveau. Et du coup, il n'y avait pas de… J'avais du stress en tant que compétitrice, mais je n'avais pas le stress de faire un podium ou je n'avais pas le stress de faire de la performance parce que pour moi, c'était que de la découverte. Donc, mes 2-3 premières compétitions, je me rappelle, j'avais fait les German Throwdown, une compétition super haut niveau à l'époque. Et pareil, j'avais fini genre 10e sur 40. Et en fait, à chaque compétition, il y avait une découverte. Il y avait un nouveau pire. Tu vois, je me disais, mais c'est incroyable. J'ai réussi à faire 2 muscle-up enchaînés. Tu vois, c'était toujours un truc en plus où je me disais, mais j'arrête pas de me surprendre en fait. Et à chaque fois, il y avait une nouvelle découverte sur un nouveau ergo. Genre, moi, je connaissais que le rameur quand j'ai commencé. Je suis arrivée au French, il y avait l'assaut bike. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le format, c'était 21-15-9. Sauf que quand tu connais pas l'assaut bike et que du coup, j'étais là, je dis, bah, à l'échauffement, il n'y avait pas d'assaut bike. Et mon coach, je lui dis, mais comment je fais? Et puis il me dit, bah écoute, il va à fond. Ok. J'y vais à fond, je donne tout ce que j'ai, je sors dernière. Hein. Et derrière, il fallait faire des box jumps. Mais qu'est-ce que tu veux sauter avec après 21 cales? Donc, en fait, c'était, tu vois, moi, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, ça a duré quasiment 6 mois où j'ai fait plein de petites compètes comme ça. Et après, mon coach, je lui dis, franchement, là, ça y est. Là, j'y suis. Là, j'ai envie d'être une warrior. J'ai envie d'être une athlète. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment commencé à m'entraîner 2 fois par jour. Donc, j'avais arrêté le fitness. On avait organisé, on va dire, enfin organisé. Non, je travaillais comme une malade, mais j'arrivais à m'entraîner avant de coacher et l'après-midi. J'avais entamé une diète, un travail autour de la nutrition, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et après, dans ma tête, on s'était dit, OK, il faudra faire la finale des French. Mais dans ma tête, j'avais que ça en fait. J'avais qu'un seul objectif. Donc déjà, quand tu te fixes qu'un seul objectif, c'est hyper avantageux parce que tu penses qu'à ça. Alors que moi, maintenant, j'ai 20 000 objectifs. À l'époque, j'en avais qu'un. Donc, c'était plus simple. Le matin, je me levais, je pensais à ça. Le soir, je me couchais, je pensais à ça. Je mangeais mes haricots verts, je pensais à ça. Le samedi soir… Il y a combien de temps comme ça? La période a duré combien de temps? La période où tu étais vraiment juste dédié à ça, à toi-même, à la compétition, à l'entraînement? Bien 3 ans, je pense, non-stop.
vraiment non-stop. En fait, à chaque fois que je validais un objectif, on s'en fixait un autre, en fait, jusqu'à ce que je fixe l'objectif de partir en Indiv aux Regionals, chose qui était impossible à envisager à chaque fois l'année précédente, tu vois. C'est juste que chaque année, je validais quelque chose et je me disais, OK, c'est étape par étape, mais j'ai jamais pensé aux Games, j'avais jamais pensé aux Regionals. C'est juste que ça s'est présenté avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, vraiment. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu partes de ce chemin-là, ou pas complètement bien sûr parce que tu t'entraînes toujours, mais à quel moment est-ce que tu n'avais plus que cet objectif en tête? Juste après avoir terminé ma première compète des French, en fait, je finis 14e, j'accède à la demi-finale qui pour moi c'était quand même incroyable. Et en fait, de recevoir tellement de messages, tellement de gens qui venaient me voir en me disant mais c'est incroyable ce que tu fais, alors que non mais je te jure c'était pas du tout incroyable, hein. C'est juste qu'à ce moment-là j'étais une des seules Françaises. Opportuniste. Ouais, mais en fait, et puis attention, il ne faut pas oublier que j'étais une des seules Françaises, voire la seule, avec Célia peut-être, à être sur les réseaux aussi. Tu vois, il y avait, franchement, moi je pense à Carole, Tina, vraiment des piliers en CrossFit France. Elles n'étaient pas sur les réseaux. Et du coup, et de voir ce que j'étais capable de faire, je me disais, peut-être qu'en fait, je peux faire plus, quoi. Et même mon coach, à l'époque, il m'a dit, je ne peux pas constamment te le dire. Il m'a dit, mais tu as un potentiel de dingue. C'est juste dommage que tu aies 30 ans, quoi. Sympa. Et après, bon, on m'avait quand même… c'est pour ça que, si tu veux, on m'a quand même mis en tête que j'étais vraiment trop âgée. Donc, je me suis quand même limitée à ça. Tu penses que tu aurais fait mieux si tu n'avais pas eu cette limite ou même cette pensée en tête? Je sais pas. Je sais pas parce que le pouvoir du cerveau, quand même, le pouvoir des mots aussi des gens. Ouais. Parfois, tu vois, quand tu débloques des choses, tu vois, le jour où j'ai dit je vais aller aux Regionals, beaucoup de personnes se sont moquées de moi. Et ça m'a tellement énervée, mais j'y suis allée. J'ai eu plein de petits trucs comme ça. Après, il est vrai, soyons honnêtes, commencer le CrossFit à 29 ans, ce qui était sûr, c'est que je ne pouvais pas rattraper le niveau américain. Par contre, si je m'étais un peu plus accrochée, si j'avais eu peut-être un environnement un peu plus positif, si je m'étais dédiée à ça, il ne faut pas oublier que je coachais. Hein. Je coachais, on va dire, entre 30 et 35 heures par semaine. Ce n'est pas anodin. Hein. Le travail de coach, surtout à Paris, au Louvre, c'est énormément de travail. Hein. C'est pas assis sur une box avec son café et sa banane et les orteils dans les claquettes. C'est pas ça, coacher. À Paris, je peux t'assurer que j'ai eu droit à des avertissements, des choses comme ça, moi. Hein. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Hein. Et donc, après cette période où tu as vraiment pu t'immerger dans cet environnement de compétition et te dédier à ton propre entraînement, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as commencé à switcher un petit peu, où tu t'es dit, voilà, là, j'ai vraiment poussé, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis il y a peut-être d'autres objectifs qui sont rentrés en ligne de compte ou d'autres choses que tu voulais accomplir et faire? Dans l'ensemble, après les regionals en individuel, je t'avoue que je ne savais pas trop quels autres objectifs il pouvait y avoir. Dans ma tête, je me disais, bon, il reste encore les French, les Wodapalooza, les grosses compètes internationales. Ouais. Le problème, c'est que c'était un peu flou. Tu vois, je me disais, bon, je me laisse vivre, je gérerai ma boxe, donc on verra. Par contre, j'ai enchaîné les bobos. Ouais, tu as eu quoi comme blessure? Ma première vraie blessure, la vraie de vraie, ça a été bursite à l'épaule, entorse, tendinite, bursite, arthrose. Je ne pouvais plus lever le bras. Je ne pouvais plus pousser. C'est embêtant pour le CrossFit, ça. Exactement. Je ne pouvais plus snatcher. Si tu veux. Ça a été vraiment le premier coup dur où, après les échos, les IRM, on m'avait dit plus d'anneaux, plus de barres au-dessus de la tête, plus de charge au-dessus de la tête. Donc, j'ai eu de la chance de rencontrer une super kiné sur Marseille avec qui on a super bien bossé. Mais du coup, une fois que cette blessure a été soignée, j'ai enchaîné avec une autre blessure et puis j'ai enchaîné sur une autre blessure. Et en fait, j'aime bien dire qu'une fois que le corps commence à lâcher, je pense que tu les enchaînes. J'ai l'impression, je touche du bois, que ça y est, j'en sors. Mais après, il y a
il y a le fait de m'être énormément entraînée, l'âge. Et puis, je pense qu'une fois qu'un bobo se réveille, généralement, tu as tout qui s'enchaîne. Bah, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, je me suis tapé 2 ans de blessures avec des gros moments aléatoires entre se soigner, faire des compètes, travailler, se reposer, pleurer. Voilà. Avec la perspective que tu as aujourd'hui, est-ce que ces blessures, tu penses qu'elles auraient pu être évitées? Est-ce qu'il y avait des manques dans ta programmation, dans ton approche, dans ta façon de voir et de faire les choses en CrossFit à ce moment-là? Alors, oui et non. Je pense qu'il y a des blessures qui auraient vraiment pu être évitées, comme l'épaule. C'est un problème scapulaire. C'est vraiment le problème classique chez les crossfitters d'avoir les épaules en avant, de faire trop travailler avec des presses et jamais assez de tirage. Donc ça, voilà, c'est tous les butterfly, trop de mouvements en keeping, en butterfly, trop d'impact sur les épaules, pas assez d'étirement, pas assez de mobilité et surtout pas assez de renfort dans les petits muscles au niveau du dos et des épaules. Donc ça, c'est la première chose. Le dos, j'ai eu 2 hernies, donc 2 gros lumbagos à 1 an d'intervalle. Tout le monde pense que c'est le CrossFit, mais j'ai des problèmes de dos depuis que j'ai 15 ans. Depuis que je suis gymnaste, je suis tombée 2-3 fois sur la colonne vertébrale. Je suis tombée 1 fois sur le coccyx quand j'avais 12 ans, je crois. Donc, j'avais déjà des petits problèmes de dos. Est-ce que ça aurait pu être évité? Je pense que quand tu as une hernie, tu l'as à vie. En plus, tout le monde a des hernies de base. Les lumbagos, je pense que c'est très commun chez l'être humain. Donc, par contre, il y a des solutions, quoi. Chose que je ne savais pas auparavant. Voilà. Puisque quand j'étais jeune, on me disait qu'on ne pouvait rien y faire. Tu sais, j'étais pas dans le haut niveau, donc je n'avais pas de grand suivi, moi, dans la gym. C'était un peu, ah, tu as mal au dos, bon, bah, tu te reposes et puis tu reviendras dans 3 mois. Voilà, c'était ça. C'était quoi ton meilleur souvenir en compétition? Voilà. Soit un souvenir sur une compétition, soit un WOD que tu as particulièrement apprécié et qui t'est resté en mémoire. Je pense souvent à la finale des French que j'ai réussi là où j'ai réussi à accéder en 2016 parce que c'était tellement l'aboutissement d'un travail de dingue. Accéder à cette finale, même, tu vois, j'étais 10e, je savais que ma place était 10e, mais ce WOD, c'était à l'INSEP, il y avait un monde, c'était la folie, il y avait, je sais pas, ce jour-là, il y avait une adrénaline, il y avait une ambiance, et vraiment beaucoup de gens s'en souviennent, pas par rapport à moi, mais par rapport à ce moment-là. La finale était juste incroyable. Dan, il avait carrément arrêté les cap time, cet enfoiré. Il était parti sur un cap time de finale de 20 minutes. Il y avait un heavy DT, il y avait des muscle ups, il y avait des back squats, départ du sol. Enfin, c'était une boucherie. Et moi, je fais cette finale. J'étais au bout de ma vie. Le heavy DT, il était à 65 kilos, mais moi, c'était quasiment mon max à l'époque. Et du coup, il passe à côté de moi et ça faisait 20 minutes, tu vois. Et je le regarde, genre, vas-y, arrête, parce que j'en peux plus là. Et du coup, il voit que le public était en folie. Et là, il commence à dire, plus de cap time, tout le monde doit terminer le WOD. Je me dis, mais c'est pas possible. Et non, mais cette finale était incroyable. Vraiment, la finale des French, il y avait des athlètes de dingue. Il y avait Joanne Koski, chez les Françaises aussi. Il y avait Carole Castellani. J'étais là. Enfin, c'était dingue. Les teams, je me rappelle, il y avait Alexandre Jolivet qui était encore en Indive. Il y avait du sled. C'était vraiment les premiers temps où il y avait des choses incroyables, du strong qui sortait. Donc, les French. Et après, mais vraiment des bons souvenirs. J'ai quand même particulièrement aimé les compètes des Wodapalooza à Miami. Okay. Alors, est-ce que c'est parce que c'est aux États-Unis? Je ne sais pas. Mais l'organisation, il porte bien son nom puisque c'est un festival de fitness. Ouais. Donc, en fait, déjà, tu pars du principe que tu pars là-bas, ce n'est pas une compète. C'est un festival. Et il n'y a personne qui… En fait, tout le monde s'en fout du résultat. Il y a autant de récompenses pour les adaptives que pour les élites. Et c'est vraiment un show, en fait. C'est un show, c'est à Miami. Tu as les lumières, tu WOD à 22h sous les palmiers. Enfin, tu vas nager avec les requins. Enfin,
Tu fais des choses incroyables aussi, parce que les WOD des Wodapalooza, attention, ça rigole pas. Hein. Il y en a un qui te reste en tête? Je me rappelle de la Monkey Bar, là, où il fallait faire un relais avec ma team, où on avait une grosse balle de 70 kilos qu'il fallait monter dans les hills, comme une petite montagne, tu vois, redescendre et faire la Monkey Bar. Après, un qui nous a vraiment marqué, ça nous a marqué par rapport au niveau là-bas, ça a été de faire la 10 ball. Donc, il était 21h, tu vois, donc c'était de nuit. On devait, chacune notre tour, on était 3. Il fallait nager. Donc, il y avait, je crois, 400 mètres de natation en mer. Il fallait revenir. Et ensuite, à tour de rôle, il fallait essayer de soulever 20 ou 30 reps, peut-être, la 10 ball. Le sandbag. Le sandbag de 70 kilos pour les filles et de 100 kilos pour les mecs. C'était quoi? C'était épaulé? Il fallait l'épauler. Et on est d'accord que le sandbag, quand tout le monde l'a touché avant avec de l'eau, là, il est bien mouillé, donc il pèse bien plus lourd. Et du coup, avec les filles, on s'était dit, bon, Jess, tu vas passer première parce que c'est toi qui as le plus de chances de réussir à soulever le sandbag. Écoute-moi bien, je suis sortie de l'eau. Les filles, elles sont arrivées peut-être 5-6 minutes après moi. J'ai passé 5-6 minutes à essayer de soulever le sandbag. 0 rep. Alizé et Laura qui étaient avec moi, 0 rep. Et en fait, on a passé 20 minutes à essayer de soulever cette balle. Impossible. On était en maillot de bain face à un public, c'était la folie. Par contre, toutes les équipes avaient fait les reps en genre 5 minutes. Quoi. Et là, on s'est dit, non, il y a un problème. Genre, dès l'échauffement, les Américaines, elles prenaient le sandbag, elles te le jetaient. Quoi. C'est même pas, elles le mettaient sur l'épaule, elles le jetaient. Mais j'ai dit, mais comment c'est possible? Donc, tu vois qu'il y avait déjà un décalage de dingue. Le strong, les Américaines, elles font ça tous les jours. Quoi. Nous, alors c'était nouveau, voire inconnu en France à ce moment-là. Ouais. Oui, nous, c'était complètement nouveau. On avait peut-être le 10 ball qui était sorti. Quoi. Donc, on avait bien rigolé parce que, bon, on visait rien, mais franchement, ça nous avait vraiment énervé. Et le juge, c'était un juge français qui avait demandé à l'organisation en disant « C'est la team française, est-ce que je peux les juger ?» Et en fait, il était là, il était dégoûté pour nous. Il était là, il disait « Je suis vraiment désolée les filles. » Je dis « Bah nous, on est désolés pour toi parce que franchement, tu nous as validé la natation, quoi, super. » Ouais, exactement. Et tu as parlé du strong qui n'était pas encore… on va dire commun dans le CrossFit en France à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines que tu as découvert au travers du CrossFit que tu affectionnes particulièrement aujourd'hui ou qui te plaisent de manière générale, que tu ne faisais pas ou que tu ne pratiquais pas ou que tu ne connaissais pas vraiment avant? Alors, la première chose évidemment que j'ai découvert dans le CrossFit, ça a été l'haltérophilie. Donc, c'est un peu la relation je t'aime, moi non plus. Quoi. J'aime bien, mais j'ai l'impression que ce n'est pas fait pour moi. Ensuite, chose que j'ai découvert, après on a eu le strong, donc on a eu les yoke. Moi j'ai découvert tout ce qui était yoke, 10 ball, sandbag, les balles en pierre, je ne sais plus comment on appelle ça. Même Atlas Stones. Ouais, c'est ça, les Atlas Stones. Qu'est-ce qu'on a dans le strong aussi même les grosses dumbbells. Ouais, les poignets, tout ce qui est déporté, gauche-droite. Maintenant ils ont même les… Alors, je ne sais plus si c'est une barre ou si c'est une attache qui va sur la barre, les poignets Strongman pour porter. Ah oui. Tu vois, ça, je ne connais pas. Les fat bars, les fat bars, tout ça, je l'ai découvert un peu sur le terrain. Et du coup, je me suis aperçue que je n'étais pas si dégueu que ça parce que j'ai quand même un rapport poids. Je suis assez lourde et je suis assez grande. Donc, c'est des choses qui me vont bien. Tu vois, genre le yoke, j'aime bien. Et après, une discipline que j'ai découvert, ça a été la natation, forcément. Mais là, il faudrait un autre podcast là-dessus parce que c'est toute une histoire. J'ai des gros problèmes. Je me suis rendu compte en compétition que j'avais peur de l'eau. C'est pas le bon moment pour se rendre compte de ça. Non, je te le confirme. C'était les French et à ce moment-là, pour te dire, j'étais 4e de la compétition. Arrive l'épreuve de la natation. En fait, si tu veux, je suis dans une ville où il n'y a pas de lac, j'ai pas l'océan, j'ai pas la mer. J'allais jamais en piscine. Je me suis pas posé la question si j'avais peur ou pas de l'eau. Je me suis dit, ça va, c'est un bassin, il y a 200 mètres. 200 mètres, c'est rien. J'ai failli me noyer, quoi. Je suis sortie en pleurs.
j'ai paniqué et je me suis dit, mais il y a un problème là. Donc, j'ai fini dernière. Enfin, ça a été une épreuve qui m'a vachement marquée. Ça a été très, très dur. Donc, de là, j'ai pris 3 ans de cours de natation avec un coach, déjà pour apprendre à être dans l'eau, mettre la tête sous l'eau. C'est con, hein, mais quand tu as peur de l'eau… C'est ça qui t'a limité dans la compétition ou t'étais déjà dans un état de fatigue et t'as dû aller dans l'eau? C'était quoi? Non. En plus, c'était le premier mouvement de l'épreuve, Okay. c'était la natation. C'était le fait d'aller sous l'eau et de se dire, je suis dans un élément qui n'est pas naturel, comment je fais pour respirer en fait? Donc, évidemment, il y avait une technique de, tu vois, sortir la tête de l'eau, machin. Et en fait, avec, tu sais, le chrono, la panique, les gens, enfin, tu vois, l'émulsion, en fait, moi, ça me stresse. Je panique vite et tu sais très bien que dès que tu paniques, si en plus tu y penses à cette panique, ça fait que aggraver la situation. Donc, j'ai énormément travaillé la natation jusqu'à me mettre en tête de me dire, en fait, ça me faisait tellement mal en compétition de terminer dernière. Je m'étais dit, ça m'énerve tellement qu'un jour, je ferai un triathlon. Bah, tu vois, j'ai fait mon premier triathlon cet été. Donc, Ça va, c'est bien passé? La nage s'est bien oui, passée? oui, oui. Ah, c'était génial. Du coup, voilà, j'ai découvert cette discipline où je me suis dit, bah, voilà, c'est encore une nouveauté. Donc, des cours de natation, j'ai fait de l'hypnose aussi pour essayer de m'aider. Et puis, bah, Tu sens que ça t'a maintenant, aidé, l'hypnose? l'hypnose, non. Non. Ce qui m'a aidé, ça a été la pratique, forcément, de me forcer à aller entre 1 à 3 séances par semaine dans l'eau. Donc, tout ce qui va être piscine, maintenant, j'ai plus aucun problème. Mais vraiment, j'y vais même, je me surprends à y aller par plaisir. Donc, ça, c'est cool. Et après, c'est l'étape lac-mer. C'est pas la même histoire. Ouais. J'ai encore quelques petits soucis, mais tu vois, là, je l'ai fait cet été. J'ai fait mon premier triathlon et j'étais ultra… Enfin, j'en ai pleuré. Hein. J'ai pleuré avant, pendant, après, voilà. La totale. Mais j'ai pleuré de joie, tu vois, de me dire, OK, c'est bon, on y est, ça se passe bien, tu sais nager. Oui, tu maîtrises pas l'eau, mais ça va bien se passer. Donc, je suis vraiment très contente parce que c'est le CrossFit qui m'a mis cette discipline sur mon chemin. Et aussi, le triathlon, je pense que je pense que c'est aussi le CrossFit parce qu'on fait du vélo, on court, tu vois. Et mine de rien, avec le fitness, je pense que j'ai une bonne condition physique en termes d'endurance musculaire. Et je pense que c'est une discipline qui me convient peut-être un peu mieux que le CrossFit. Voilà, c'est tout ce qui est poids de corps, c'est long. Moi, j'ai du mal avec les efforts courts et les efforts lourds. Donc, voilà. Et du coup, le triathlon, ça me branche vraiment, quoi. Ça, c'est un truc, je serais même pas surpris de le voir, genre un mardi ou un mercredi aux Games dans les années qui viennent, de voir je sais pas, Castro, il sortirait sûrement un demi-Ironman ou quelque chose de ridicule. Mais honnêtement, ça arrive, hein, ça arrive de plus en plus. Hein. Ouais. Alors après, peut-être pas, tu vois, peut-être pas quelque chose de long parce que j'ai été surprise de voir que quand même, c'est intense. Hein. Bon, il y a eu le marathon sur le rameur quand même. Oui. Ouais, même là, ils ont fait 1 kilomètre de natation, là. Hein. Oui, c'était pas court. Attends, 1 kilomètre, ça rigole pas, hein. Ouais, c'est clair. Ça, je le sais. Hein. Donc, voilà, j'ai découvert, tu vois, même le pegboard. Du coup, après, j'ai enchaîné, j'ai fait de l'escalade. En fait, je sais pas quel sport je n'ai pas fait. Ouais, donc ça t'a permis vraiment de… Et c'est dans le… On va dire dans la formation même du CrossFit, c'est ça en fait. C'est pratique le CrossFit dans ta box et après va explorer des sports à l'extérieur. Est-ce que tu penses que cette idée-là, elle est un petit peu perdue aujourd'hui? Est-ce qu'on la retrouve gentiment un petit peu? Est-ce que on va dire les crossfitters qui ne sont peut-être pas dédiés à la compétition CrossFit, est-ce qu'ils sont encore trop dans le CrossFit? Est-ce qu'ils vont pas assez chercher autour et explorer d'autres compétences qui sont rendues accessibles et dans lesquelles tu vas pouvoir prendre du plaisir du fait que tu t'entraînes en CrossFit? Je pense que tu l'as dit, ça arrive gentiment. Ça arrive gentiment que les gens aillent un petit peu voir ce qui se passe dehors. Il y a encore des gens qui sont trop enfermés dans leur box avec leur programmation parce qu'ils pensent que c'est comme ça et qu'il faut tout le temps soulever lourd et faire des WOD et des 21-15-9. Je pense que si tu es un vrai crossfitter, ça veut dire que tu aimes le vrai sport. Et le vrai sport, c'est dehors. Hein. Tu auras beau dire ce que tu veux.
En plus, ta dumbbell, tu peux la mettre dehors, ton wall ball, ta corde à sauter. Enfin, tu vois, moi, hier, j'ai fait un truc dehors. J'aurais très bien pu le faire dedans. Je l'ai fait dehors. Mais oui, je pense que petit à petit, c'est en train de s'ouvrir, mais c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça. Et je trouve encore en France qu'on est un peu limité en termes d'infrastructures extérieures. En tout cas, moi, dans ma région, tu vois, là, j'étais en vacances dans les Landes. Donc, je suis allée à Bordeaux, je suis allée à Osgore. Déjà, il y a beaucoup plus d'accessibilité pour les pratiquants d'activité physique. C'est-à-dire que c'est propre, c'est spacieux. Tu as des lignes pour les personnes qui font du vélo, qui font du roller, du skate. Il y a des parcs avec du skate. Il y a quand même beaucoup plus d'infrastructures. Moi, dans ma région, tu vois, j'ai attaqué le vélo. C'est hyper dangereux. C'est-à-dire que je suis obligée de faire du vélo avec les voitures. Et ça me fait énormément flipper. On sait très bien que le vélo, c'est hyper dangereux, même si tu as un casque. Tu vois, genre à Avignon, il y a une piscine. Et encore, j'ai de la chance, elle est cool. Mais il n'y a pas non plus, tu vois, ça manque de fun un peu dehors, quoi. Tu vois, je suis allée à Bordeaux, j'ai trouvé ça génial. Il y a plusieurs skateparks, il y a du street workout, il y a des pistes pour courir, pour faire du vélo, des trucs colorés, des trucs pour faire du sprint. Moi, je trouve ça génial. Mais ça, c'est vraiment comme tu le dis, des infrastructures extérieures qui donnent de la vie en fait à l'endroit où ouais, on est. c'est ça. Comme tu dis, tu vas dans une ville qui a toutes ces choses-là et les gens ils y vont. Ça va créer un engouement, même si tu n'as pas besoin d'organiser une compète, tu n'as rien besoin de faire. Si tu mets ces endroits à disposition qui sont très, on va dire, low maintenance, il n'y a pas grand-chose à faire une fois que c'est mis en place, les gens ils vont les utiliser. Exactement. Voilà, moi, c'est la petite remarque que j'ai, si tu veux, si on avait encore plus d'opportunités, je pense que les crossfitters, ils iraient plus facilement dehors. Mais ceci étant, ce n'est pas excusable. Tu trouves toujours des solutions. Moi, franchement, quand j'étais à Paris, je m'entraînais sur ma terrasse de 4 mètres carrés, quoi. Je faisais des wall balls dans mon appartement de 18 mètres carrés, quoi. Ouais, Donc, la place, on est peut-être un petit peu gâté de ce côté-là. Quand tu es dans une belle box de CrossFit, c'est super, hein, il y a énormément de place, c'est très très bien aménagé, mais c'est vrai qu'il ne faut pas grand-chose pour bosser, non, surtout pour toi tout seul. Enfin, je me rappelle de 2-3 expériences que j'ai eues à Vancouver dans des salles de fitness où bon, c'était vraiment pas l'idéal, hein, mais tu avais, on va dire, 2 sur 2, 4, tu as peut-être 5 mètres carrés pour coacher ton client. Et autour de toi, c'était blindé, c'était pareil. Et tu te démerdes, ça marche, tu arrives à le faire. C'est pas idéal, mais tu arrives à le faire. Et donc, s'il faut, comme tu as dit, tu prends ta petite terrasse, tu te mets sur le palier de la porte et tu fais ce que tu as à faire, mais au moins, tu es au soleil. le problème des Français, c'est qu'ils aiment bien leur petit confort. Voilà. Et du coup, c'est un peu difficile de sortir de sa zone de confort. Mais en vrai, enfin, moi, j'adore personnellement, mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable quand l'environnement, voilà, quand il y a tout qui est réuni pour pouvoir t'entraîner, les copains, le temps, la boxe, un espace extérieur plutôt cool. Forcément, c'est plus facile. Mais en vrai, quand tu as des objectifs, bouge-toi le cul. Moi, je dis toujours aux gens, arrêtez de vous trouver des excuses, quoi. Arrêtez. Si tu veux, tu peux, c'est tout. Moi, en ce moment, je suis dans un garage qui ressemble à rien avec des araignées. La motivation, je la trouve. Je m'enferme avec mes écouteurs, je mets la musique à fond et je réfléchis pas, on y va, quoi. On y va. Ouais, non, tu as bien raison. Donc, tu as parlé de ces infrastructures qui manquent peut-être un petit peu dans différentes, dans les grandes villes en France. Et je pense que je peux dire la même chose de la majorité des endroits ici en Suisse. Je pense que ça Ah ouais. apporterait vraiment une plus-value. Simplement d'avoir ces espaces. Je pense que ça se développe gentiment. Tu vois Il y a beaucoup de street workout, non? ça se développe gentiment. Tu le vois de plus en plus. Tu en as bientôt, pas dans chaque ville, mais tu en as dans les plus grandes villes, en tout cas ici, tu en trouves. Après, c'est encore pas super fréquenté. T'as pas, comme tu dis, mais c'est aussi, tu vois, tu penses aux États-Unis, comme tu disais, tu as Muscle Beach, tu as les gens en roller, tu as les gens qui font du skate. C'est vraiment, tu as plein de gens différents. Maintenant, c'est juste, voilà, tu as ton truc de street workout à côté d'un stade de foot. Et c'est très bien, hein. Encore une fois, c'est super et c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Mais c'est pas encore genre le complexe sportif en extérieur que tu vois dans d'autres endroits qui font que les gens s'y apportent, quoi. Une autre chose que je voulais te demander, si on reste sur le CrossFit ou si on parle du CrossFit de manière spécifique, qu'est-ce qui manque dans le CrossFit en 2021 en France? L'humilité.
Dis-nous en plus. Euh, il manque, si je me mets du côté des coachs, j'aimerais que les coachs, pas tous, parce que je ne mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment, mais je voyage suffisamment pour voir suffisamment de choses. J'aimerais que les coachs se remettent un petit peu en question et arrêtent de se contenter de coacher juste ce qu'ils ont appris au level 1 qui dure 2 jours et qui ne sert à rien. Juste de se dire, OK, je lève mon cul de ma box, je m'approche des gens et je leur apporte un vrai savoir. Parce que je vois encore déjà trop de coachs donner un WOD et juste encourager. C'est pas ça coacher. Hein. C'est pas allez, c'est bien, plus que 3 minutes, allez, accélère, allez, charge. C'est pas ça, hein, coacher. Donc, j'aimerais que les coachs se remettent un petit peu en question et arrêtent de se contenter de ce qu'ils ont. Voilà. Et après, chez le crossfitter de base, je dirais que pour ceux qui font ça depuis longtemps, pareil, je trouve qu'il y a encore trop de gens qui mettent la barre trop haute. J'entends encore trop de gens qui disent ouais, mais moi je prépare, j'ai pas envie de dire de nom de compète, moi je prépare telle compète. Ok, donc tu t'entraînes 3 fois par jour pour faire la finale de la compète de ton département. Enfin, c'est nul, quoi. C'est même pas une compétition nationale. Bref, il n'y a rien à gagner. Tu vas gagner un pop shaker en plastique. Donc déjà ça. J'aimerais aussi, moi je le dis ouvertement, il y a beaucoup trop de problèmes de dopage. C'est encore un autre débat, ça, hein, mais on en a encore entendu hier, j'en entends la semaine dernière. Ça fait 6 ans que j'entends ça, j'en ai marre. La vérité, j'en ai marre. Ça, tu dis en France même. Bah oui, alors après, là, je te parle en France parce que je me sens concernée, parce qu'il y a des gens avec qui je fais des compètes, il y a des filles de ma catégorie, ou peu importe, mais en fait, si tu veux, ça salit le sport. De toute manière, le dopage, il est dans tous les sports. Donc, le sport en lui-même, il est sali. Donc, il y a ça. Et après, j'aime bien aussi dire que tous les nouveaux, tu vois, tous les gens qui n'osent pas se lancer, qui peuvent se lancer et que ça, vraiment, ça craint rien à partir du moment où c'est structuré, que c'est bien encadré, que c'est bien coaché. Je sais que c'est bête de dire ça parce que c'est au sens large, mais à chaque fois que j'ai coaché quelqu'un, je sais pas, je me suis jamais permis de dire à quelqu'un tiens, prends une barre d'haltéro, tiens, mets 40 kilos alors qu'il n'avait jamais soulevé une barre, ou oui, vas-y, suspends-toi la barre, essaye de te balancer. Non, ça marche pas comme ça. Enfin, voilà, il y a des bases à maîtriser, il y a des... Voilà, c'est un peu la formation que que je suis en train de mettre en place cette année avec pas mal de coachs sur la prévention. Alors, j'aime pas dire le mot CrossFit santé, parce que tout le monde parle de ça en ce moment, mais juste de la prévention, tu vois, de se dire, si vous voulez que ça fonctionne, les gars, le CrossFit, il va falloir que tout le monde s'y mette et que tout le monde apporte le bon message, quoi. Oui, il y a de la prévention, évidemment. C'est pas juste du snatch et des burpees, hein, le CrossFit. Ouais, c'est ça. La blessure, c'est l'antithèse de ce qu'on essaye de faire avec le sport en général, l'activité physique. Les gens qui veulent commencer une activité physique parce qu'ils n'en font pas. Enfin, pour moi, c'est ma hantise. C'est que de par peut-être mes manques ou des défauts que j'ai en tant que coach, que quelqu'un avec qui je travaille se blesse parce que c'est vraiment le dernier truc que tu devrais faire. Voilà. Si on met de côté tout ce qui est compétition, parce que c'est clair qu'il y a un certain coût à s'investir au niveau temporel et au niveau physique dans un sport qui est aussi contraignant que le CrossFit. Je pense que c'est même léger de le dire comme ça. Il y a un certain coût et donc les blessures, ça va faire partie du jeu. C'est un peu comme si tu décides de jouer au rugby. Eh ben, les gens, ils vont te sauter dans les genoux. À un moment donné, il y a quelque chose qui va donner. C'est comme ça. Il faut savoir dans quoi tu t'inscris. Mais pour les gens qui ne sont pas dans un esprit de compétition, l'objectif, c'est la santé, le bien-être et la blessure, c'est l'antithèse parce que ça. Alors non, ça te ruine pas parce que oui, tu peux toujours faire quelque chose pendant que tu es blessé, tu devrais, etc. Oui, mais on devrait quand même tout faire pour que on réduise au maximum le risque de blessure dans un cadre de sport santé qui, pour certains, est le CrossFit. On est d'accord. Moi, j'aime bien aussi préciser qu'à partir du moment où tu fais du CrossFit performance, il faut accepter la blessure. Tu vois, ça, malheureusement, ça fait partie du jeu.
Parce qu'il faut faire la différence entre le pratiquant qui veut faire des compètes et le pratiquant qui veut se remettre en forme. Moi, demain, ma mère, elle fait du CrossFit pour le bien-être. Mon objectif, c'est surtout qu'elle ne se blesse pas, mais c'est de travailler sur ses points faibles, sur les zones où vraiment il y a des faiblesses. Donc, on va travailler peut-être le haut du corps chez les femmes. On va vraiment prêter attention là-dessus. Et quelqu'un qui fait de la performance, il va falloir accepter des phases de down. Moi, je te le dis parce que quand je me suis blessée, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Et je me suis dit, ah ben ça y est, je me suis blessée, c'est fini. La compète, c'est fini. Mais non, en fait, il a fallu que je change ma vision et mon état d'esprit et en me disant, ah mais en fait, la blessure, ça fait partie du sportif en fait. Je ne le savais pas ça. Il m'a fallu du temps, tu vois, pour l'accepter. Donc oui, ça fait partie du jeu. Le CrossFit, ça, comme n'importe quel sport à haute dose, c'est pas sain. Évidemment que c'est pas naturel de faire ça. Ouais, tu vois le volume qu'il faut se mettre pour arriver à performer à haut niveau. C'est clair que on est un petit peu plus loin sur le spectre, on est un peu trop loin sur le spectre si on veut rester au niveau santé. Depuis 2012, quand tu as découvert le CrossFit, est-ce que tu as peut-être une idée de la vision que toi tu avais du CrossFit à ce moment-là et comment est-ce que ta vision du CrossFit a changé depuis tes débuts dans la discipline? Quand je suis arrivée, je pense que ma vision, c'était celle qu'on m'avait inculquée à Paris, qui était bon, la bonne. Hein, c'était focus level 1. Donc, on était sur l'apprentissage de 3 disciplines, haltérophilie, cardio, gymnastique, la pyramide du fitness, ça, développer les 10 qualités physiques. Enfin, j'étais vraiment à fond là-dedans. Après, je voyais beaucoup forcément, mes premiers temps sur les réseaux, je suivais des gens comme Camille Leblanc, Annie Toristotir, donc je voyais des choses, tu vois, c'est quand même elles qui m'ont donné envie de faire mes premiers butterfly, des pierres en compète. Enfin, tu vois, voilà, c'est un peu l'image qu'il y avait à ce moment-là. J'avais quand même une très mauvaise image du premier jour où je suis arrivée dans une box au Louvre. La toute première fois, en fait, je suis arrivée, je suis descendue les escaliers et en fait, j'ai vu des gens torse nu, enfin des garçons torse nu, jeter des barres, enfin pas jeter des barres, mais genre ils faisaient des power snatch ou des thrusters et faire des burpees par-dessus la barre et finir sur le cap time complètement à l'agonie en train de crier. Tu veux, moi cette image, elle m'a pas forcément donné envie. Je peux comprendre du coup le commun des mortels qui arrive dans une box qui voit ça, c'est pas cool. Moi maintenant, mon image, elle est scindée en deux. Il y a le CrossFit Performance que je respecte, que j'ai côtoyé, et puis il y a le CrossFit Bien-être, où vraiment, moi, c'est mon objectif de vie de m'orienter là-dessus pour accompagner un maximum de gens. Et même si tu verras, au fur et à mesure des années, moi, je vais vraiment m'éloigner du CrossFit. Je vais apporter mon approche et ma vision aux gens que je vais encadrer. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, je vais mixer plein de choses. Je ne vais pas forcément suivre la trame du CrossFit, genre apprentissage du air squat, après du front squat, après du thruster. Moi, en ce moment, je coach dans une salle dans le sud de la France. Je ne leur mets pas volontairement de l'haltérophilie avec une barre d'haltéro. Par contre, je vais leur mettre des thrusters avec des haltères. Tu vois, je vais m'orienter vers quelque chose de très fonctionnel, mais de très ludique et pas forcément trop complexe. Il n'y a pas de keeping, il n'y a pas de muscle-up, il n'y a pas de snatch. Non, on va faire du power snatch, on va faire des dumbbell snatch, on va faire des tractions strictes. Voilà, on va peut-être faire des toast to bar, mais je ne vais pas rentrer dans la complexité du CrossFit, comme on peut le voir dans les box. Est-ce que tu te vois être dans ce monde-là, le monde du fitness, CrossFit, activité physique pour le restant de tes jours? C'est une très bonne question. Je me la pose très souvent parce que avec les bobos, avec peut-être de la maturité que j'ai, l'expérience, je me suis posé la question depuis, ça fait 2-3 ans, je me dis, qu'est-ce qu'il y a après, quoi? Est-ce que je vais continuer à faire ça quand j'aurai 50, 60 ans? Est-ce que j'aurai toujours envie? Tu vois, c'est pas un autre. Tu vois, je travaille plus dans une box de CrossFit, c'est pas pour rien. Je travaille plus dans des salles de fitness, c'est pas pour rien. C'est parce je pense qu'à un moment donné, ça m'a un peu dégoûtée d'avoir trop côtoyé ces milieux. J'aime toujours autant le partage, tu vois, et donner
des conseils, des choses comme ça. Mais je me suis dit, il serait peut-être temps de penser à un plan B et un plan C. Et du coup, l'année dernière, je me suis engagée, bon, évidemment, j'en ai jamais parlé encore sur les réseaux parce que c'est tout nouveau, mais l'année dernière, je me suis engagée auprès des pompiers. Du coup, je suis pompier volontaire maintenant. Alors, c'est un petit plan B, mais ça reste une éventuelle sortie de secours si du jour au lendemain, j'ai plus le milieu du fitness. Voilà. Et on reste encore dans un peu le même domaine, le domaine de donner de son temps pour les gens, quoi. Ouais, il y a un aspect physique et il y a un aspect, comme tu as dit, donné et bah, que tu fais depuis énormément d'années maintenant, le Ouais. coaching où tu apportes quelque chose. Donc, c'est un déplacement latéral. C'est pas complètement, c'est Ouais. pas complètement partir sur autre chose, mais bah, on l'entend et on le voit. C'est quelque chose toi, te fait vibrer. Bah, encore une fois, Ouais. depuis beaucoup d'années. Et donc, bah, ça a du sens que tu restes dans ces parages-là encore, en tout cas, un petit moment. Mais on verra. Mais je pense que je serai toujours, en tout cas, dans le milieu du sport, ça c'est Mhm. sûr. Mais tu vois, j'ai plein d'idées, j'ai vraiment plein de projets en tête et ça reste toujours effectivement lié soit au sport, soit à la formation dans le sport. Mhm. Donc, Mais c'est mon rêve depuis que j'ai 5 ans. Hein. Donc, t'es pas trop mal à l'heure actuelle. Jess, pour les gens qui sont intéressés, qui te suivent peut-être pas encore, qui sont intéressés à suivre ce que tu fais maintenant, tu as parlé de formation que tu es en train de mettre en place. Où est-ce que les gens peuvent trouver plus d'infos sur toi? alors, en premier, je pense que c'est mon compte Instagram Jessica Vetter. Donc, Jessica Vetter tout attaché avec 2 A, parce que Jessica Vetter était déjà pris. Après, j'ai la même chose sur Facebook, Jessica Vetter. Et après, il y a mon site internet Jessica Vetter où on peut retrouver tout ce que je propose en termes de programmation, de Mhm. packs, de séminaires et mon background, c'est-à-dire un peu genre mon CV, ma carte. Et puis voilà, et bon, après j'ai mon compte Extra Gym Programme sur Instagram aussi. Bref, on me retrouve un peu de partout. En tout cas, je veux te dire un grand merci d'avoir participé au podcast aujourd'hui. C'était un grand plaisir d'apprendre à te connaître et creuser un petit peu dans tout ce que tu as fait. C'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Oui, ciao, ciao.